propose qu'on attaque la table ronde, messieurs, si ça vous va. On va attendre, enfin, Laurent va bien finir par arriver. Tu veux que je lui envoie un message ou un truc comme ça? Ah non, Ouais, je veux il bien est que fou, hein. tu le bipes. Comme j'ai la fenêtre en plein. Bon, Attendez, en je vais fait, déplacer David, cette je vais fenêtre-là. improviser parce que j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Puis, comme je t'ai dit, je me suis rendu compte au dernier moment que je faisais partie du jeu ce soir. Donc, hésite pas Ok. à intervenir Alors, pour attends, je vais me juste déplacer pour, ça. Ouais. pour m'aiguiller, quoi, tu vois, pour les différents thèmes qu'on doit aborder. Si j'oublie quelque chose ou Il n'y a même pas de pour problème. De toute façon, structurer. on va faire le tour. Il n'y a pas vraiment de. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de structure, c'est faux, mais on n'est pas vraiment dans un programme ultra calé en termes de données. Donc, on va discuter. On va voir Ouais. un peu. Je te prenais des questions sur ton expérience. De toute façon, je pense que ça va être un peu le thème de la soirée, de l'expérience des gens, parce qu'il n'y a rien de vraiment très clair et très précis. Enfin, on sait qu'il y a des méthodes qui marchent, mais euh, pas forcément pour tout le monde, pas forcément au même endroit. Donc, de toute façon, oui, on va échanger là-dessus. Il Ouais. n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'activer vos webcams pendant que j'enlève les parties. Voilà. Et alors, Arthur, pour l'instant, tu es en grand. Ouais, vas-y. la webcam de Vernon, comment on t'appelle Vernon ou Ouais, 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 Sébastien? vas-y, ouais, c'est bon. Elle est activée, mais je crois qu'on la voit pas sur Twitch. Ok. L'autre fois, j'avais fait un test sur un truc et du coup, tu devais être dans le test. Et voilà, on voit tout le monde. C'est parfait. Nice. Bon, je refais un petit point pour les gens qui nous connaissent pas encore, même si je pense que les 9 personnes qui sont avec nous nous connaissent déjà, mais allons-y. Si jamais vous voyez cette vidéo sur YouTube, ça vous expliquera un petit peu ce qu'on fait là. Donc on fait un projet, on est des particuliers et des professionnels. Pour l'instant, on est tous particuliers autour de la table. Il y a parfois des professionnels qui nous rejoignent. Et donc on a construit un projet autour des conférences et des tables rondes, c'est-à-dire que le premier mercredi du mois, sur Twitch à 21h, les gens qui l'ont décidé font des conférences sur les plantes carnivores et le domaine des plantes carnivores en général. Et le mercredi soir, comme ce soir, on fait des tables rondes où j'invite des gens que je connais et parfois des gens que je connais pas pour discuter de sujets un peu particuliers. Ce soir, on va parler de la fabrication des plantes, comment on sème, comment on divise, comment on fabrique des plantes in vitro, etc. Donc là, on est ce soir tous les quatre. Bah, je vais quand même vous présenter. Donc il y a Arthur, Laurent et Vernon que vous avez normalement déjà vu sur notre chaîne. Il faudrait que je rajoute les petits noms en dessous parce que des fois on me pose la question. Donc voilà, on fait ce genre de projet. Et puis de temps en temps avec Arthur, on fait un format un peu particulier qui s'appelle Chill Con Carni. C'est en général des après-midi dans la semaine. Pendant 3 4 heures, on discute avec vous. C'est des sujets plutôt libres. C'est pas très académique, mais on échange sur pas mal de sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude. Et puis voilà, on fait un peu le tour du net, des vidéos, des sites, de l'actualité des plantes carnivores. Et donc ce sera le cas peut-être bientôt si on arrive à s'organiser et si je suis pas complètement cassé du dos comme actuellement. Donc ce soir, on est tous ensemble, comme je l'ai dit, pour parler de la fabrication entre guillemets des plantes carnivores. On va faire ça en 3 parties, 4 parties, parce qu'on en a rajouté un peu. On va parler des semis, on va parler du bouturage, on va parler des autres méthodes, et on va parler de l'in vitro. Je vous poserai la question de savoir si vous avez eu recours à des plantes qui ont été élevées comme ça ou pas. Comme tous les mois, on va parler de la plante pour laquelle vous avez voté le mois dernier. Ce mois-ci, c'est Dionée Mirror dont je vais parler, le cultivar que vous connaissez peut-être, avec des pièges très particuliers. Arthur va nous parler des plantes qu'il a vues en Bolivie. Je vois qu'il y a pas mal de choses. Je vais essayer de faire un bilan rapide du 1er mai, parce qu'on a fait quand même 6h30 de stream le 1er mai. Et donc c'est bien qu'on en parle. Je voudrais remercier un petit peu tout le monde. Et avant tout ça, je voudrais juste vous faire participer au sondage de la prochaine plante du mois. Je vous affiche ça tout de suite. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore voté, hop, je vous l'affiche. Si vous voulez que le mois prochain que je parle de Drosera filiformis, vous tapez dans le chat Twitch point d'exclamation vote espace A, comme ce qu'il y a entre parenthèses donc. Pour Darlingtonia Othello, point d'exclamation vote espace B. Pour Pingicula gigantea, point d'exclamation vote espace C. Pour Cephalotus Eden Black, point d'exclamation vote espace D. Et pour Sarracenia dentadelle, point d'exclamation vote espace E. Je vous ai mis des petites photos parce que la dernière fois c'était pas le cas et c'est pas très pratique pour les gens qui connaissent pas les plantes. Mais voilà, si parmi ces 5 plantes, il y a une plante dont vous voulez que je parle, vous n'hésitez pas à voter sur le chat de Twitch et je le ferai comme pour Dionée Mirror,
Cette semaine, ouh, ça se fight, c'est cool. Othello, Dentadelle. Je crois que c'est sur ton site que j'ai découvert cette plante, Arthur. De mes... C'est pour ça, d'accord. C'est royal quand même. On n'est jamais mieux servi que par Sum. Exclamation votre espace E, si vous voulez sortir, si vous voulez soutenir. Voilà, c'est parfait, messieurs. Merci, messieurs et mesdames, d'ailleurs. Merci d'avoir voté. Salut Paul, bienvenue. Bienvenue à toi. Salut Aquatic. Bah, y a du beau monde ce soir. C'est cool de vous voir. Comment vas-tu? Donc j'ai fait un petit peu le tour de notre projet pour ceux qui ne connaissaient pas. Et donc je voulais vous donner aussi les résultats du vote de la dernière fois parce qu'il y a eu quand même 15 votes. C'est la première fois qu'il y en a autant. Et ça n'a pas marché, donc j'ai été obligé de faire les décomptes à la main. Drosera Natalensis a récupéré 20% des votes. Saracenia Psittacina 20%. Ilianphora Heterodoxa 20%. Pingicula Esseriana 13%. Et Johnny Mirror 26%. Donc elle était en tête de peu. Et puis bah écoutez, voilà, je vais juste remettre un petit reminder de comment on nous soutient avec un sub. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme tu l'as dit. Et voilà, je vous mets un petit. Voilà, je vous mets un petit lien. Oui, Arthur est de retour parmi nous. Et voilà. Bah écoutez, je vous propose qu'on attaque le premier sujet, 21h15. Oui, On a David, dit qu'on juste, allait. Ouais, juste vas-y, vas-y. N'hésitez avant, pas juste avant, Vas-y, la vas-y. semaine Ouais. prochaine, il y a la fameuse conférence du coup de l'ICPS là, si jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va? Ouais. Vernon, tu y vas? Non. Je crois qu'il n'y a personne qui y va en fait en France. C'est en Autriche, hein, c'est ça? C'est C'est à c'est Ouais, Vienne. celle c'est de à Vienne. Vienne. C'est à Vienne. J'étais persuadé que c'était passé. Non, c'est le week-end prochain. Ah, je croyais que c'était fin avril. D'accord, ok, c'est en mai. Ouais, non, non, c'est Il y le week-end a prochain. Nalessia qui voulait y aller, mais elle a dit que c'était un budget et que ce serait Ouais. compliqué, et on la comprend. Je sais pas s'il y a des gens qui se déplacent en voiture pour aller là-bas. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui vont là-bas? Bon, après, c'est très spécifique, hein, je suppose, et que c'est Ouais, 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 moins c'est accessible que le E à Nancy, quoi. Mais bon, c'est on sait ça. jamais. Et Aurélien Bourg qui y va, c'est Ok. sûr. Et peut-être Yannick aussi, travaille aussi au jardin de Nantes. Il doit y aller aussi, je pense. Ah, moi, ça me Donc, tenterait bien, mais là, j'ai toujours pas pris mes billets de train ni rien. J'ai un peu peur que je pense que ça va être le week-end à 600 balles. Là, c'est un peu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est J'aime hyper bien, cher. j'aime beaucoup les plantes carnivores, mais c'est un ouais, peu ça pique un dur peu, quand ouais. même. T'aimes aussi manger, Ouais, c'est c'est ça? sûr. C'est- J'aime bien finir le mois, ouais. J'aime bien Ouais, payer c'est mon pareil. loyer aussi, donc du coup. C'est ça, c'est ça. La vache. Bon. Bon, Mais bah, je voilà, vous propose pardon, qu'on David, attaque. je voulais juste Ouais, rappeler. pas de problème, pas de problème. T'as bien fait. N'hésitez pas à m'interrompre. Je me suis rendu compte en faisant le montage de la dernière table ronde que j'avais pas énormément donné la parole. Et j'en suis désolé, j'essaie de me rattraper un peu. Mais voilà, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas surtout parce que je ne sais pas compter mon temps. Bah écoutez, on va attaquer. Donc ce soir, on produit des plantes, tous ensemble, de 4 ou 5 ou 6 manières différentes. On va commencer par le plus simple, dont on a parlé avant le début de la table ronde, c'est-à-dire les semis. Ouais, je suis un peu une pipelette, t'as raison, exactement. Est-ce que l'un de vous peut nous faire peut-être l'explication de la méthode générique des semis des genres un peu classiques, j'allais dire Drosera, Dionée, Sarracenia? Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole là-dessus avant qu'on fasse peut-être des trucs plus spécifiques comme les NEP ou ce genre de choses? Ouais, bah, je veux bien en parler, Allez, ouais. dis-nous un peu comment on fait les Alors, semis de ces espèces un peu simples. ben, particulièrement des Dionnées, des Sarracenia et ouais, je vais parler plutôt des. Il y a les Darlingtonia aussi. Et les Drosera plutôt rustiques, hein, même D'accord? si les Drosera tropicaux doivent réagir aux mêmes règles. Euh, Ce qu'il y a, c'est que les Drosera rustiques, on peut les semer avant l'hiver, les laisser dans la serre, et puis ça poussera au printemps. Alors que les Drosera tropicaux, faut bien imaginer que ça demande des températures, donc ça va être, euh, ça va être des semis à l'intérieur. Eh bien, en fait, pour toutes ces espèces-là, il n'y a rien de plus simple. Il faut récupérer les graines. Plutôt, alors, ça dépend des régions. Par chez moi, pas loin de Paris, c'est
Alors, le mois de septembre, octobre pour les Dionnées, et plutôt novembre pour les Sarracenia. Je suis un peu plus en retard que les gens qui cultivent dans le sud. Moi, actuellement, mes fleurs sont à peine ouvertes, alors D'accord. qu'on voit chez Cédric que et chez d'autres que les croisements ont déjà démarré. Donc récupération des graines. Moi, je sème directement après récolte D'accord. sur tourbe uniquement, et je laisse ça tout l'hiver. Donc la stratification se fait naturellement. J'essaye de faire, de reproduire un peu ce qui se passe dans les milieux naturels. J'essaie D'accord. pas d'accélérer les choses. En fait, j'ai le temps, donc ça pousse au rythme que ça pousse. Mais D'accord. il y a des possibilités d'accélérer les choses, hein, de faire une stratification au froid sur de la tourbe, et D'accord. ensuite de passer ça en atmosphère plus chaude avec de la lumière. Et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'on réveille les graines plus rapidement et on Ok. obtient des plantules plus rapidement. C'est valable pour les dionnées. Pour les Drosera rustiques, je m'y risquerai pas parce que je considère que de toute façon, ça pousse très facilement. Il n'y a pas besoin d'accélérer les choses, ça devient adulte assez rapidement. Donc, c'est pas la peine de prendre le risque de les décaler par rapport à la saison. Imaginez-vous avec des plantes juvéniles les sortir au printemps. Je sais pas comment elles vont réagir. Ok. Je suis pas sûr. Faut leur laisser le temps quand même de grandir pour pouvoir fleurir, etc., quoi. Donc ça pour les semis, même Darlingtonia sur tourbe, ça pousse bien. J'avais semé, je pense à toi Laurent, Trianta occidentalis avec mes graines de Darlingtonia, donc ça a poussé 100% de germination. Ah oui, j'ai vu. Et, ouais, et donc voilà ce qu'on peut dire sur la multiplication par graine. Alors l'avantage, c'est qu'on obtient, avantage ou inconvénient, c'est qu'on obtient beaucoup, beaucoup de plantes, hein. Ok. Chez Sarracenia, je sais que certains croisements fonctionnent mal, donnent des graines stériles, mais ça, c'est moins ma partie, c'est juste des choses que j'ai entendues à droite à gauche. Parce que moi, je fais du croisement sauvage de Sarracenia, c'est les abeilles ou les bourdons, ou peu importe, qui s'en occupent. Ah, d'accord. Ok. Euh, ouais, puis après, bon, bah, je sème ça, puis je laisse faire, hein. Du coup, Donc, en j'ai pas termes de, sorti de l'entabelle, moi. du coup, en termes de substrat, toi, tu utilises du 100% tourbe. Ouais, Laurent, toi qui fais de la, tourbe Laurent, ou toi, ouais, perlite vas-y. ou pour Trianta, j'avais utilisé pour un reste de. Alors, il y avait de la vermiculite, il y avait du sable, il y avait de la perlite et de la tourbe. Donc, c'était un reste des restes de peau, hein, où les plantes avaient peut-être crevé. Puis, j'ai réutilisé le substrat qui avait l'air encore d'être bien, quoi. Ok. Laurent, toi, tes Drosera, tu les lances sur quoi en général? Retour, ben, franchement, je fais pareil, hein. Ok. C'est pas, souvent, c'est aussi des petits restes que j'ai, et puis vraiment, ça pousse bien. Et là, cette année, j'ai réussi à faire pas mal de pinguiculates en tempéré. J'avais jamais essayé. En fait, vraiment, Ok. j'ai mis les graines, j'ai mis dans un espèce de petit. Mince, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Euh, en extérieur, j'ai protégé juste avec une petite serre, ouais, enfin, une mini serre. D'accord, Enfin, ok. une petite serre, pas une mini serre, les trucs qu'ils vendaient là chez Lidl à 10 euros. J'ai D'accord. mis ça là-dessous, et ça passait l'hiver, bah, comme d'hiver non, hein. J'ai semé tout un tas de trucs. Bah, Darlingtonien, j'en ai semé aussi. Tout a poussé sans aucun problème, sans se prendre la tête. Voilà. J'ai mis tous les semis étaient bien, bien protégés. J'ai fait gaffe qu'il n'y ait pas de bestioles à l'intérieur. Et puis,
Voilà, au bout de quelques semaines, ça lève sans problème. Après, pour les Donc ouais, je tropicaux, on peut montrerai un faire peu. ça à la maison. Les pousser, franchement, on peut pousser plein de trucs. Et quand on les pousse, ça fait pas des plantes aussi solides. Trianta, par exemple, merci encore, Vernon. Eh ben, tes plantules, elles sont vachement vigoureuses. Et déjà, elles commencent à repousser et bien, quoi. Chez moi aussi, ouais, ça commence à devenir intéressant. Donc, tu les élevées à la dure et après, elles sont costauds, quoi, elles sont solides. Bah, c'est comme pareil pour toutes les plantes, de toute façon, hein. On peut les Ouais, ouais, c'est pousser, on sûr. peut les mettre dans des conditions plus chaudes, tout ça, mais bon, au bout d'un moment, tu le payes, quoi. Ouais, c'est un Bon, peu mon avis. Ouais. Il y a quelques pour celles et petits ceux trucs, ouais, genre vas-y. Biblis, par exemple. Les Biblis siniflora, ça lève très très bien, mais ça, il faut le mettre en intérieur, avec dans une atmosphère 100%, enfin avec un sac plastique dessus. Et là, moi, à partir du moment où c'est juste levé, j'ai fait pareil pour Drosophyllum en intérieur. Et dès que la plantule est levée et qu'il fait pas trop chaud dehors, je mets ça dehors sous serre et puis ça pousse. Sinon, ça fait des trucs qui sont fragiles, qui sont tout petits, tout machinés. Là, ça marche pas en fait. Il y Ouais, a plus ouais, ouais. d'experts. Alors c'est vrai que c'est important, ça, c'est de protéger les semis. Alors nous, on a l'avantage d'avoir un abri, hein, d'avoir une serre, sans qu'elle soit chauffée, mais au moins les protéger de la pluie, pour Ouais. éviter et puis des piafs, euh, éventuellement des rongeurs. Mais c'est vrai que c'est Les intéressant gamins. de garder, de protéger, hein. Ouais. En tout cas, sur les graines de Drosera, si vous protégez pas de la pluie, les graines, elles vont aller n'importe où, quoi. Ça va sortir du bac et tout, ça Ouais. va être, pour l'avoir vécu en intérieur, là, c'était l'enfer, quoi. Les graines sont tellement petites que dès qu'il y a de l'eau, c'est le truc qui navigue. C'est Ouais, quand même c'est ça. assez incroyable, quoi. Je dis bonsoir à Sam et voilà. Salut Oves, comment vas-tu? Un petit peu de monde. Ok pour les débuts de semis, donc vous savez, hein, le plus simple, donc on a dit Sarracenia, Darlingtonia, Drosera Drosera, et Dionée. Piguicula. Pingicula, toi tu dis c'est facile aussi. Donc tourbe direct. Est-ce que vous avez essayé autre chose? Arthur, t'as essayé autre chose que de la tourbe sur les semis ou... Non, je pense que la tourbe, c'est le mieux parce que je regarde un peu le chat et je vois il y a Aquatic qui a eu des problèmes avec la sphaigne. Ouais, Avec la sphaigne, ça peut marcher, mais j'ai l'impression que tu peux avoir aussi assez rapidement des algues un peu, ou c'est peut-être plus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins facile peut-être pour la graine, typiquement une petite graine de Drosera ou une mini plantule de foutre la racine et tout, enfin, de traverser Ouais, la sphaigne comme ça, c'est peut-être plus simple avec une fine couche de tourbe pure, quitte à après dessous mettre du sable, de la perlite, des machins comme ça. Mais moi, je trouve que c'est ça. que ça germe mieux comme ça, sur de la tourbe pure, bien plate et tout, et pas qu'il y ait plein de sphaigne un peu de partout comme ça. Je trouve que ça marche un peu moins bien. Oui, algues, j'en ai eu aussi. Ouais, voilà. Et après, sinon, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit avant, c'est moi, je sème plutôt au printemps généralement. Mais en vrai, typiquement, toutes les Drosera un peu classiques, Capensis et tout, il n'y a même pas besoin de faire passer l'hiver pour que ça germe ou quoi. Quand vous avez des graines, vous jetez dans un pot, ça pousse. Voilà, il y a même pas besoin de les stratifier ou quoi que ce soit, hein, pour les trucs vraiment basiques comme ça. Et, alors que pour les Sarracenia ou pour les Dionnées, ça marche quand même vachement mieux avec de la je vais aller chercher le test que j'ai fait, j'en ai pas pour longtemps. J'arrive tout de suite. Ouais. Parce que là, nous, on a parlé surtout des plantes rustiques, mais après, Ouais. les plantes plus tropicales ou de milieu chaud, il n'y a pas de stratification. Là, enfin, généralement, en fait, il faut semer le plus rapidement possible quand tu as les graines, parce qu'elles se gardent un peu moins longtemps aussi. Enfin, ça dépend lesquelles, mais en Mm. général, ça se garde Mm. un peu moins longtemps, quoi. Genre, je sais pas, les Drosera, Burmanie, les machins comme ça, il faut semer directement quand tu as les graines et ça pousse tout de suite, quoi. Alors l'inconvénient aussi, avec la sphaigne, de semer sur sphaigne, c'est-à-dire que quand on a les plantules qui ont effectivement qui sont apparues, si on veut les reprendre et les repiquer, euh, ben, on risque d'arracher les racines qui sont vraiment incrustées dans la sphaigne, et puis en fait d'endommager le système racinaire qui est déjà pas très fourni. Ouais, et Donc puis c'est pour ça d'arracher qu'en tout un paquet de sphaigne on au peut- passage, enfin bref, c'est un peu c'est moins ça. pratique. Ouais, Donc ouais, ça ouais, c'est c'est les moins, c'est Drosera moins que m'a pratique. filé... Ça c'est les Drosera que m'a filé Laurent, pour ceux qui regardent sur Twitch. Du coup ça c'est le pot dans lequel j'avais mis un couvercle par-dessus, j'avais mis ça, hein. Enfin le même à l'envers quoi.
Et du coup, ça a ultra bien poussé, même sur le bois. Il y en a même une qui a poussé directement sur le bois, là. Bon, désolé, la mise au point est un peu pourrie, mais... Et ça a poussé ultra vite par rapport à l'autre pot, sur lequel il y avait exactement la même chose, juste de la tourbe au fond, et sur lequel l'humidité variait enfin, toute la journée, quoi. Donc je vous conseille vraiment 100%, faites 100% Sfeng, et vous ouvrez... 100% tourbe, pardon. Et donc moi, il était comme ça, hein. Hop, voilà. Et il reste comme ça toute la journée. Une fois par jour, je fais ça. J'enlève un peu l'eau qu'il y a au-dessus et je referme. Et ça marche ultra bien. Ça a pas moisi. Ça a pas. Voilà. Donc si vous voulez essayer. Par contre, je pense qu'il faut quand même aérer un peu. Faut pas que ce soit juste 100% de 100% d'humidité tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Mais voilà. Si vous voulez. En tout cas, non, moi je l'ai fait à l'intérieur. C'est dans ma cave, donc il a fait cet hiver. Il a dû faire minimum 16 ou 17 degrés. Ouais, tu le mets chez toi, quoi. De toute façon, les semis, tu peux les faire à l'intérieur au début, hein. Il y a pas de... D'ailleurs, c'est mieux à l'intérieur, sauf si tu veux stratifier à l'extérieur. Mais franchement, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. J'ai vraiment eu peur que ça moisisse. Et en fait, si tu ouvres suffisamment, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, Par contre, toutes les graines, elles sont baladées, là. ouais. On a bien vu que... C'est ce que j'allais dire, toi, ça a l'air quand même vachement humide, ton bac, Ah, non? moi, c'est blindé d'eau tout le temps. Il y en a toujours, voilà. Le seul problème, c'est que les graines de Drosera, elles sont baladées, voilà. Donc, si tu n'asperges pas avec ton chip sheet et que tu fais comme moi de temps en temps la bouteille d'eau, enfin la bouteille d'eau, je m'entends, tu vois les graines qui se baladent et tu te dis, ah putain, comme il y a plusieurs genres dans le bac, bon voilà. Ça valait Mais le coup voilà, pour c'est ce que j'aurais retenu en tout cas de ce test. pour délimiter les espèces et tout, là. Ouais, je me suis éclaté quand j'ai préparé le test, c'était trop marrant. Mais c'est vraiment un des résultats de ce test, outre le fait que le matériel de chez VGD dont on a parlé l'autre fois, et il est bien supérieur au matos d'Amazon. Je vous montre le même bac, il y a un dixième de ce qu'il y a là, hein, sous l'autre lumière, quoi. Donc il n'y a pas que la tourbe, il y a aussi un peu la lumière. Mais franchement, le sable, ça n'a pas été terrible. L'aquanape, là, ce qu'on appelle l'aquanape, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Une espèce de feutre, c'est pas terrible parce que les graines, elles ont du mal à s'incruster. J'ai essayé quoi d'autre? La sphaigne, on en parlait tout à l'heure, la sphaigne vivante. Si tu laisses ça, déjà ça sèche ultra vite. Et en plus, ouais, feutre géotextile, c'est ça. Et si de la sphaigne, si tu laisses sécher, ça sèche déjà ultra vite. Et en plus, ça a tendance à effectivement étouffer un peu et ça fait des algues. Donc c'est vraiment pas. Sauf pour les neppes, je pense. Je sais pas si on peut. Je sais pas ce que. Bon, on peut passer au point d'après d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des autres genres pour ceux qui savent? Sur les népenthes, Euh, ça se fait sur Ouais. Saigne, hein. Alors je crois que ça se fait sur C'est sphaigne vivante, ouais. Ouais, Nepenthes, Alors, sur Sven, il y a l'étouffer, quoi. Là, pour le coup, il faut vraiment mettre un truc dessus pour qu'il y ait 100% d'humidité et tout. Moi, j'ai essayé 2, 3 fois les semis de NEP. La seule fois où ça a fonctionné, c'est quand j'ai eu moi-même des graines et je les ai semées direct. Et les autres fois, quand j'ai reçu des graines, ça n'a jamais marché, quoi. Mais bon, après, j'ai peut-être pas les conditions de fou. J'ai pas forcément. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il faut que les graines, elles soient ultra fraîches et pas tomber sur une ouais. espèce trop compliquée, quoi. J'en avais pris à Cédric quand je suis allé à l'EE, je les ai semés un peu trop tard. Et ça a rien donné, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, quasiment, ouais, j'ai dû le faire un mois après. Mm. C'était débile de ma part. Et du coup, Après, ouais, les graines de nef, faut que ce soit ultra frais. Les graines dont tu parlais tout à l'heure, Drosera, Sarracenia, je pense que des graines de 3 4 ans, il n'y a pas de problème, quoi. Bien conservées au frais, il n'y a pas de problème. ouais, après, ça peut mettre du temps à germer aussi, hein, les NEP. Donc, il Ouais, faut pas y jeter faut pas, tout de suite, quoi. faut pas désespérer. Non, non, c'est resté dans un bac, mais après, il faut que j'arrose beaucoup parce que ça boit beaucoup d'eau, mais voilà. D'autres types de plantes, alors des trucs que je connais pas du tout, genre Aldrovanda. Ça se sème ou pas, l'Aldrovanda? Ou Oui. c'est juste des turions? Non, Si? ça se sème, hein, ça fait des fleurs et tout, mais Je me suis pas renseigné sur la question avant ce soir. c'est Je ça. dis Moi, bonsoir Sinon, il y a à Céphalotus Jalou. aussi, hein. Céphalotus sur tourbe, ça marche. Alors, il y a Charles qui nous a dit à la dernière conf qu'effectivement c'était ultra long, Céphalotus. C'est ça? Ouais, Il a dit que ouais. c'était compliqué, qu'il valait mieux faire une division Mhm. dont on parlera tout à l'heure. Je Oui, sais pas, oui. est-ce que vous avez des questions sur le chat? J'ai réussi à faire germer un Roridula là récemment. J'avais une dizaine de graines et la plante, elle a Ok. germé après 1 an et demi. Heureusement, j'avais toujours le pot qui était colonisé par des vieilles Drosera et tout là. Puis j'ai vu un petit Roridula sortir au milieu. Je me suis dit, oh, c'était là que j'avais mis les graines. Mais voilà, j'en ai un seul qui a germé Bonne sur surprise. une quinzaine de graines, quoi, une dizaine de graines.
Et après 1 an et demi. Donc pareil, il ne faut pas désespérer non plus. Alors, il y avait un ça, hein. semis. Ah, 1 an et demi, ouais, c'est beaucoup, quoi. Mm. J'ai eu des graines de Sarracenia qui sont sorties au bout de quasiment 8 mois. J'ai failli les jeter. C'est des graines que j'ai achetées à Olivier Bresse. Alors, c'est toujours des hybrides. T'as des hybrides qui sont vraiment minuscules. Et c'est vraiment très très dur, même en intérieur. J'ai pas lâché l'affaire. Et ouais, au bout de 8 mois, tu récupères des débuts de germination, quoi. Pareil pour les graines qu'on m'a filées de Alessia. Ces graines, elles ont germé au bout de 4 mois. Alors qu'il faisait 18 degrés, qu'il y avait tout le temps de l'eau et tout, quoi. C'est Ouais, mais incroyable. tu vois, il suffit qu'il n'y a C'est pas vraiment une très différent, quoi. certification, ça va mettre vachement plus de temps à germer, quoi. Si tu leur mets pas un petit coup de froid de quelques semaines, tu vois, des fois ça peut mettre vachement de temps. Moi j'ai des Ouais, sarracenias que je sème et qui germent l'année d'après, en fait, au printemps suivant, tu vois. Genre pas quelques semaines après les avoir semés ouais. au printemps ou en hiver, mais vraiment 1 an après, quoi. Faut que ça passe un an après, quoi. Ok. Ouais, des fois, ouais. Il y a Aquatic qui nous dit qu'il avait commandé des graines sur internet, donc je sais pas depuis combien de temps elles avaient été récoltées. Ah ouais, des graines de NEP, faut que ce soit ultra frais, ouais. Bah tu nous diras si ça germe au bout d'un moment, mais c'est peu probable. Ça dépend après depuis combien de temps, quoi. Je les garde sur feuilles mortes, ouais, ouais, faut les garder, faut ouvrir de temps en temps, faut les garder à l'humidité le plus possible. Il y a Occitanie qui nous dit pour les sarrats en pollinisation ouverte, il y a la technique de récupérer les jeunes pousses dans le pot mère. Hmm, j'ai pas compris. Les petites plantules, je pense qu'ils poussent directement dans le pot, en fait, qui doivent tomber de la fleur et qui poussent directement dans le Ah oui, pot. Ouais. d'accord. Ça Ouais, arrive, d'accord. hein, ça arrive. Ouais, ça arrive. Bon, après, tu récupères 1% de ce que tu peux récupérer si tu sèmes toi-même les graines. Mais si t'as pas envie de multiplier tes plantes ou quoi, en vrai, ça suffit. Semi-naturel, ouais, c'est ça. Quelques questions. Température, humidité, ouais, tout ça, on en a parlé. Arthur, tu nous avais dit que tu avais essayé de faire germer des graines. Je sais plus si c'était. Non, c'était pas Biblis. Avec un paillis que tu avais fait brûler, non? C'était pas ça? Ah ouais, j'avais fait ça pour Biblis. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas si c'était Alors ça vas-y, qui avait dis-nous. fait que ça avait trop bien germé, mais ouais, non, j'avais récupéré de la cendre de bois que j'avais mis Ouais, c'est ça. par-dessus les graines que j'avais semées sur de la tourbe. J'avais mis une petite couche de cendre de bois. Et je sais pas si c'est ça ou pas, parce que je l'ai fait qu'une fois. Mais ça a trop bien marché. Biblis viniflora, ça avait trop bien marché, quoi. Je sais pas, toutes les graines ont germé. J'avais un pot énorme, j'ai tout fait germer dedans. Et ça faisait vraiment une forêt comme ça de Biblis. C'était vraiment stylé, quoi. Mais je sais pas si c'est ça qui a fait germer ou pas, hein. Vu que je l'ai fait qu'une fois, j'en sais rien. Mais peut-être Ok, une ouais, faudra coïncidence. refaire l'expérience. Ouais. Ok, c'est bon à savoir. Est-ce que vous avez sur le chat peut-être des méthodes un peu Et particulières Laurent, c'est pas toi de qui semis? disais que Ouais. tu fais germer tes graines de drosophyllum sur ton chauffage ou un truc comme ça, non? T'avais pas dit un truc du genre? Ouais, bah ouais, tout le temps, ouais, ça fonctionne tout le temps. Biblis aussi, je mets Biblis aussi. Les deux, ça fonctionne bien. Chauffage à fond, et puis dès que ça commence à pousser, par contre, il faut les enlever, sinon ça crame. Crame très vite. C'est le problème, c'est toujours les plantules, hein. Quand les plantules sont toutes petites, c'est là où il faut faire très très gaffe. Mhm. Mais là, cette année, parce que j'ai perdu des drosophyllum pendant l'hiver, et là, j'en ai refait 2 fois plus. J'en ai 5 qui ont vraiment bien fonctionné, et je les ai fait comme ça. Et puis les biblis, là, je sais pas, j'en ai 50 ou 60, hein. Trop bien. Ok. Ouais, je me suis emballé. Ah, quand on aime, on compte pas. Tu sais bien. C'est ça. Mais en fait, Euh, Gigantea, j'ai pas fait avec ouais. la fumée, comme tu m'avais dit, et bah, ils n'ont pas levé. Donc j'aurais dû certainement. Rien qu'avec la chaleur, sans fumée, et ça va pas fonctionner. Donc je vais faire avec le pays la prochaine fois, j'en ai Ah. d'autres là, et je vais essayer comme ça. Parce que, de toute façon, il faut faire des expériences, hein. C'est quoi la technique? Non, ce que tu disais là, avec la fumée pour Ah ouais. Gigantea. Ah, pour Gigantea. Ah oui, ok, ok. Ouais, Bah, je moi, pense j'avais que juste mis de la ça marche. cendre, hein. J'avais même pas mis de la. Enfin, c'est un peu pareil, mais j'avais juste mis de la vieille cendre que j'avais récupérée dans la cheminée ou un truc comme ça. Mais ouais. Petite question sur les risques de maladie et de pourriture. Est-ce que vous avez eu ça sur vos semis Alors, autant moi, j'en ai eu sur des piments, des tomates et tout. Pour l'instant, sur des carnivores, j'en ai pas eu. Est-ce que vous en avez eu? Et comment vous avez fait si c'est le cas? On peut, au moment de la germination des graines de Dionée, on peut avoir une fonte de semis, c'est-à-dire que en cas d'humidité excessive, on peut avoir soit des micro-organismes qui vont s'attaquer directement aux germes
avoir Ok. moisissure ou autre chose, j'en sais rien. Et à ce moment-là, ouais, il y a pas grand-chose à faire, hein. Le mieux, c'est de semer dans un environnement suffisamment aéré, quoi. Ouais. Alors j'ai Ouais. vu un petit peu moi sur les quelques graines que tu m'avais filées d'ailleurs. J'en ai eu une ou deux dans certains. Alors comme j'ai pas acheté les graines directement dans le pot et que je les ai posées à la pince à épiler, elles se touchaient pas, donc elles se sont pas contaminées les unes les autres. Et donc j'ai pu les enlever à la pince à épiler au fur et à mesure. Enfin j'en ai enlevé trois. Ça s'est pas propagé, mais c'est quand même arrivé sur un Ouais, petit bac ouais, de ouais. Sarracenia. Ouais. Moisissure plutôt. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver, hein. C'est pour ça que, enfin, moi je conseillerais pas de mettre un couvercle ou des trucs comme ça sur les graines, à moins que tu aies vraiment besoin de le faire, quoi, pour les Nepenthes et tout. Mais pour les autres, il vaut mieux Hmm. pas trop couvrir, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps parce que c'est un peu moins humide, nanana, mais il vaut mieux, voilà, pas trop couvrir Ouais. parce que c'est vraiment ça le pire, quoi. C'est les moisissures, les champignons, les trucs comme ça. Et après, si le semis met vraiment du temps à lever, c'est justement les algues sur la tourbe ou sur la sphaigne aussi qui Ouais. posent des problèmes, quoi. La sphinx, ouais, c'est terrible, hein. Si c'est vraiment trop long. Botrytis sur graines de Darlingtonia. Ouais, ça c'est pareil, manque de ventilation. Ouais. Je crois qu'il n'y a que la ventilation pour ça, quoi. Effectivement. Vous utilisez quoi pour la fumée? Il se vend des kits hyper chers. Vous utilisez quoi pour la fumée? Ah non, toi t'avais mis de la cendre, c'est ça? Ouais, moi j'avais juste mis de la Qui cendre. aime? Je sais pas si. Enfin, moi, ça me ferait peur de foutre le feu à des graines de biblis, enfin, ou, ou à pas de l'herbe séchée dessus et tout. Moi, j'avais juste mis de la cendre. Pas Ok, chaude en plus, hein, de la cendre froide, quoi. ok, ouais. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, un moucheron. Hop, voilà. Ouais, ouais, c'était Faut être justement c'était de la tranquille. cendre froide, hein. C'était pas du tout. Enfin, je sais pas, moi je m'étais dit que c'était peut-être, je sais pas, des molécules dans la cendre qui avaient peut-être accéléré la germination, des trucs comme ça. Parce qu'il y a un délire comme ça avec certaines plantes, hein. Mais je sais pas si c'était le cas ou pas pour de vrai, quoi. Faudrait réessayer, voir si ça marche vraiment, quoi. Ok. Petite question, j'avais noté sur les prix en termes de semis. Est-ce que vous pouvez nous donner en gros les prix que peuvent coûter des graines pour les gens qui savent pas, les graines de Drosera, Sarracenia? Ça va de quel prix à quel prix en gros? Ouais, du Bah, c'est Sarracenia, des... suivant les croisements, on peut commencer à en toucher à 3 euros les 20 graines, par exemple, hein, Ok. pour des croisements qui sont alors, soit inconnus, soit pas très rares. Et puis après, pour vraiment les croisements de plantes rares, ouais, pour 20 graines, faut peut-être payer un peu plus cher, 15 balles, 20 balles, mais bon, c'est pas non plus, Ok. c'est de la graine, hein. Et comme ça produit quand même beaucoup de graines, les Sarracenia, bah du coup, ça Ça fait flambe que jamais trop, quoi. D'accord. Ouais. le prix reste quand même relativement abordable, hein. Puis en Ouais. plus de ça, c'est long à faire pousser et tout, donc c'est pas la meilleure méthode non plus pour acquérir des sarracenias. Ouais, Donc c'est peut-être pas les plus chers non plus, ouais, ça. ouais. Bon, pour des graines de Dionée, je sais même pas si ça se vend. Enfin, il y en a qui doivent les vendre, mais si on me demande des graines de Dionée, moi je peux en donner, hein. J'en ai encore sur des hampes florales sèches là, que j'ai récupérées il y a pas longtemps. Ouais, d'accord. J'ai pas nettoyé mes pots, mais ça doit pas être très très cher, hein, de pouvoir se donner même, hein, pratiquement. Et en Ok. Drosera, c'est pareil. Un Ouais. Drosera, ça vous donne des milliers de graines, donc pour 1 ou 2 euros, ou même ce qu'on faisait il y a longtemps, c'était contre une enveloppe timbrée. Ouais. On reçoit une enveloppe timbrée et puis on la renvoie avec des graines dedans, quoi. Ouais, Il y moi a aussi je Tommy le qui fais demande. souvent Ouais, par vas-y, vas-y. PayPal. Les gens donnent le prix du timbre et puis voilà, tu envoies quelques sachets de graines, Et quoi. tant. On va essayer. Mm. Puis il y a la bourse aux graines de Dionée aussi, je crois. Bourse Si aux graines, ouais, c'est ce que je jamais. voulais dire. Ouais, bourse aux graines de Dionée, c'est 1 euro le sachet, ça permet de financer un peu. Et d'ailleurs, si vous avez des graines, vous pouvez envoyer à Teddy qui gère la bourse aux graines. Là, j'ai eu, bah, comme disait Vernon, j'ai eu je sais pas combien de graines sur des Drosera tubéreux, auriculata par exemple, ou Gugnana. Je sais pas, j'ai 25 trucs de graines, donc je vais enfiler, et puis j'enfile à Dionée aussi pour ceux que ça intéresse.
que c'est vrai que sur les Drosera, je sais pas, je dois en mettre 50 par petit sachet, mais il y en a des milliers, quoi, ça va vite, hein. Ouais, elles sont minuscules les graines, donc. Quand on voit sur Bah, moi, certains sites où ils vendent 20 graines de Drosera pour 5 ou 6 euros ou même 10 euros, on se dit, waouh, belle arnaque, quoi. Mais bon, si vous voulez, moi je peux vous en vendre pour 10 euros les 10 graines, hein, pas de Vous me plus. le dites. Ouais, Il vous y a une voyez, question sur Triantha l'acide. Ouais, occidentalis, qui est une vas-y. plante Ouais. rare, je sais plus, j'ai eu oui, une quinzaine de graines. J'ai dû payer ça 10 ou 15 euros, je me souviens même plus. Parce que ça reste une plante extrêmement rare. Donc, déjà, avoir la chance de trouver quelqu'un qui vous en envoie, c'est pas Hmm. facile. Donc, on va pas demander du gratuit non plus, hein. Donc, c'est variable, hein, suivant la rareté de la plante, quoi. Ouais, mais Je sais qu'Olivier Brest. en général, acheter les graines, c'est quand même le moins cher pour avoir une plante, quoi. C'est avec ça que tu peux avoir le plus de plantes pour le moins cher, en vrai. Par contre, bah, c'est un peu plus compliqué, il faut être patient, nanana, nanana. À part pour quelques euh, espèces, il y a quelques espèces les annuelles, quoi, où ça pousse très très vite, donc ça peut être sympa, mais hmm. c'est vrai que ouais, semer des graines et tu vas voir les adultes dans 4 5 ans après, Faut un peu de patience, ouais, c'est sûr. oui, puis c'est un peu frustrant. Bah, les Dionnées, par exemple, pendant 2 ans, c'est C'est tout petit, ultra quoi. long, ouais. Ouais, carrément, ouais. Pour avoir des plantes adultes, faut y aller, quoi. Et Mais il y a des bonnes Sarracénia, n'en surprises parlons pas. potentielles, quoi. Voilà. Bah ouais, ouais, ouais. Oui, t'es pour avoir des surprises, mais bon. C'est la patience. Je sais qu'Olivier C'est Bress, ça. sur son site Sarracenia Addiction, tous les ans, il fait une grosse promo sur ses graines de l'année d'avant. Et du coup, vous vous retrouvez avec des paquets de graines à moins 70%. Moi, j'en ai pris pas mal. Et je suis tombé sur des jolies plantes, quoi. Il fait aussi un gros mix, je crois, où il met toutes les plantes, toutes les graines qu'il n'a pas étiquetées. Vous pouvez acheter ce genre de choses, donc voilà. N'hésitez pas. Il y a des questions sur la bourse aux graines. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, Laurent, ce qu'est la bourse aux graines de Dionnet? Parce qu'il y a des gens qui demandent où se trouve cette bourse aux graines. Ah, d'accord, mais c'est pour tous les adhérents de l'association Dionée. En fait, donc, sur l'association des fans de plantes carnivores. Et quand on est adhérent à l'association, on a un code, ça nous permet d'accéder sur Internet, hein, à une liste de graines disponibles. Et voilà, il suffit de faire la demande par Internet, de payer par PayPal, et puis quelques jours après, les graines arrivent. Il y a des trucs vraiment sympas, hein. Là, j'ai pris des trucs qui paraissent des Capensis, mais des trucs très particuliers. Des Dionnées, mais des Dionnées rares, dites sauvages. Voilà, c'est des trucs qui sont pas fréquents. Ou voilà, si vous voulez des trucs que vous trouvez pas autrement, je sais pas moi. Bah, comme par exemple, voilà, des graines de Drosera, des tubéreux ou certains croisements de Sarracenia. Des graines de Pinguicula aussi, même des Pinguicula qui sont annuels, comme un Pumilia par exemple. Pumila, pas Pumilia, Pumila. Bah, ça, on peut les trouver pas cher, quoi. Sinon, c'est difficile à trouver. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Puis Teddy fait les choses vraiment bien, il est hyper soigneux. Il y a même une petite notice maintenant pour vous expliquer comment semer ou semer. C'est bien fichu, quoi. Puis ça permet de soutenir l'association, donc c'est bien. Et Ok, du bah coup, n'hésitez pas. l'association, on pourra peut-être en parler 2 minutes, savoir à quoi ça donne droit. Il y a une revue, il me semble. La cotisation, à combien elle s'élève, des choses comme ça. Bon, profitons-en, hein. Ouais. Je sais plus le prix le prix de l'adhésion. C'est- Je crois que c'est 20 Parce euros qu'il y a l'année, une non? adhésion avec revue et sans revue. Ouais. Alors, Attends, alors, je vais regarder. Je Je te laisse coller viens le. d'envoyer le site. Ouais. Si jamais vous voulez checker, il y a toutes les infos. c'est 30 dessus. euros, J'ai monsieur. mis Eh, le site dans le 30 chat. euros. Ouais. Un an plus revue, c'est 35 euros. Un an avec la revue, c'est Ok. 35 euros. Et un an, sinon, c'est 15 euros sans la revue.
Donc c'est vraiment C'est noté. c'est vraiment pas très cher. Alors ça donne droit en particulier à des réductions sur les sites. Par exemple, il y a 10% chez Carniflore, 5% sur Carnivores and More, 10% chez Exotique, 10% chez Cédric aussi. Et puis les orchidées du Val d'Hier, il y a aussi 10% sur le matériel, sur la Horse et matériel. Ok. Donc il y a pas mal d'avantages. Il y a aussi donc, il y a la bourse et puis il y a pas mal d'activités qui sont proposées aux adhérents. Donc des sorties sur le terrain, par exemple. Puis des échanges entre passionnés. Comme toute association, quoi. Ça permet aux passionnés aussi de se retrouver. Moi, j'hésite pas, la revue, elle est vraiment pas mal. Elle sort plusieurs fois par an. Bah, toi, t'as dû écrire dedans, sans doute, Arthur. Ça. Ouais, c'est 3 fois par an, c'est une revue ou 4 fois par an? C'est 4 fois trimestriel. par an. Je crois que c'est trimestriel. Ouais, c'est ça. Et du coup, et là, ouais, là, on est en train d'écrire le numéro 100, là, non, c'est ça? Non, c'est combien? 300? Je sais plus combien on est. Oui, c'est ça, le 100e numéro, ouais. Ouais, le 100e, non, c'est ça? Et, Ouais, c'est ça. et ouais, et puis là, du coup, ça va être un gros numéro, je crois, ça va être un double numéro, mais je sais pas trop s'ils vont le faire en même temps ou en 2 fois ou des trucs comme ça, voilà. Mais la revue est trop bien, hein. Vraiment, il y a des trucs un peu, des expériences de terrain, des techniques de culture, des revues de voyage, des trucs plus scientifiques, il y a vraiment un peu de tout, quoi. C'est vraiment stylé. La revue est vraiment cool. Et puis c'est la seule qui existe c'est vrai que c'est la seule qui existe en France. J'en ai pas Et puis ouais, c'est fait par des gens vraiment, comme tu dis, des gens vraiment différents. Bah, il y a des spécialistes comme toi, puis il y a aussi des gens qui sont moins spécialistes, qui font des choses un peu différentes. Donc moi j'aime bien, c'est vraiment chouette. Bon, Là, l'association, vous avez fait des adeptes. elle marche bien. C'est une vieille association qui a 40 ans et voilà, il y a vraiment que des passionnés qui sont hyper sympas. Moi, j'hésitais un peu au départ et puis vraiment, je suis de plus en plus fan parce que on rencontre vraiment des gens géniaux, quoi. Et qui viennent de partout, qui sont parfois jeunes, parfois beaucoup moins jeunes, et voilà, qui sont comme nous passionnés, parfois complètement picousés, parfois un peu moins. Donc ouais, c'est bien. On peut se retrouver, puis bon, généralement, ça permet de prendre des petits apéros sympas. Donc, C'est ça, c'est sympa de se pas mal retrouver de- entre soi, quoi. Ah, c'est sûr. Il y a des connaisseurs. Je vous propose Donc, qu'on si passe à la ça vous suite intéresse, avec. on Ouais, pourra vas-y. mettre. Excuse-moi, je te coupé la Ah, parole. On vas-y, pourra je t'en juste prie, te je t'en mettre prie, vas-y. l'adresse du site, de Dionnées. Ouais, ça y est, c'est fait. Arthur Oh, merci, t'es a trop poussé fort, toi. l'adresse. C'est parfait. Les anciens numéros sont en ligne, nous dit Jalou. Donc, bah, n'hésitez pas. Ouais, N'hésitez pas à mais on vous peut, inscrire. dès qu'on est, on peut avoir tous les numéros en ligne dès qu'on est adhérent, quoi. Parfait. Je vous propose qu'on passe à la suite. On parlait de bouturage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les méthodes par genre? Je vois que Arthur, tu as écrit bouture de tige, de feuilles dans l'eau, bouture de racines. Est-ce que tu peux nous dire un peu? Je vais aller ranger mes bébés en attendant. Ouais, non, parce que on voulait parler de bouturage, mais c'est vrai qu'il y a plein de méthodes en fait différentes de bouturage. Enfin, normalement, quand on parle du bouturage, on pense à la bouture de feuilles, genre des pinguicula, des choses comme ça. Mais en fait, on peut aussi bouturer les tiges chez les Nepenthes. Les boutures de feuilles, on peut les faire sur la terre ou dans l'eau. Moi, je faisais pas mal des boutures de feuilles de Drosera dans l'eau et ça marchait vachement bien. Et il y a aussi les boutures de racines qui marchent super bien pour certaines Drosera, notamment Binata. Ça marche super bien les boutures de racines. Mais du coup, voilà, j'avais juste proposé ces quatre types de boutures différentes. Je sais pas si vous voulez parler d'un truc. Vous avez fait des boutures de tiges de Nepenthes? Enfin, c'est surtout pour les Nepenthes, je pense, les boutures de tiges, non? Je sais pas si vous avez d'autres idées. En NEP, là, je peux pas vous aider, là. Moi, j'ai essayé plein J'ai de testé fois. aussi, comme toi. J'ai essayé plein de fois, mais ça marche pas très bien les boutures de nep si on les fait un peu. En fait, le truc, c'est il faut pas que ce soit trop humide. C'est ça le piège des boutures de nep. Il vaut mieux que le faire dans de la sphaigne. Donc en gros, il faut couper la tige d'une nep, il faut couper les feuilles à peu près pas aux 2 tiers, sauf la dernière feuille, quoi, si jamais c'est une bouture de tête. Et après, mettre du coup la tige dans un sac ou dans un pot avec de la sphaigne. Mais il faut que ce soit saturé en humidité, mais il faut pas que la sphaigne soit détrempée non plus. Sinon, en fait, moi, à chaque fois, les tiges, elles moisissent, quoi. Les seules fois où j'ai eu des Ouais, ça- résultats, c'est quand la sphaigne était pas si humide que ça, quoi. Par contre, que l'environnement était vraiment, vraiment humide, quoi, dans un sac plastique, dans le terrarium, là, à côté, là. Mais c'est assez aléatoire si on n'utilise pas d'hormones de bouturage ou de trucs comme ça. C'est un peu aléatoire, quoi.
Même avec des hormones de bouturage, hein, franchement. Moi aussi, j'ai essayé comme toi, exactement pareil. Dès que c'est trop humide, ça pourrit en fait. Et ça met du temps en Alors, plus. Oh là là, ça met des mois avant d'avoir des racines et tout. C'est tout un processus, quoi. Ouais, c'est Mais long. c'est un peu la C'est long. seule méthode pour multiplier les neppes assez rapidement, quoi. Donc bon, c'est bien obligé. alors, j'avais fait un test dans ma vie de testeur des 15 dernières années. J'avais testé le bouturage de neb dans une bouturette hydroponique. Alors en gros, c'est un cure vert opaque. Au-dessus, à l'intérieur, il y a une pompe avec des asperceurs qui tournent et qui projettent de l'eau. C'est fermé par une plaque. Dans la plaque, il y a des trous dans lesquels on met des paniers. Et puis, en fait, à la base, c'est pour propager des piments, du cannabis, ce que vous voulez, quoi. Et du coup, il y a des trous dans lesquels il y a des paniers qui sont ajourés. Au-dessus, il y a une espèce de petite mousse. Et en fait, vous mettez la plante au milieu. En dessous, ça arrose les racines. Et en fait, le dessus, il reste sec. Et j'avais fait le test avec des neppes. Alors, je suis pas allé au bout, mais j'ai commencé à avoir des débuts de racines qui faisaient 1 ou 2 centimètres, quoi. Au bout d'un mois, quoi. Ah ouais, trop bien. Voilà. Ouais, 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 c'est ultra rapide. Même pour si vous voulez bouturer des tomates chez vous, vous avez un énorme plant de tomates, vous le gardez à l'intérieur, vous voulez faire des tomates pour l'année d'après, parce que les tomates sont des vivaces et pas des annuelles, suivant comment on les cultive. Et du coup, vous pouvez récupérer des branches, faire ça, et bah attendez, je vais aller vous chercher un petit panier. Hop, j'arrive. Ouais, les tomates, ça marche aussi dans la terre, dans l'eau. Ça se bouture super bien, les tomates. Juste qu'on le fait jamais parce que la saison, elle finit trop vite. Mais en vrai, ça se bouture super bien. Et donc voilà, c'est ce truc-là. Désolé, j'aurais pu préparer ça un peu avant. Donc c'est ces petits paniers-là. Je sais pas si on va bien voir, ouais. Ok, donc ils sont ajourés en dessous. Et donc il y a un trou au milieu dans lequel vous mettez votre plante. Ça, ici, il y a une plaque. En dessous, ça asperge ici. Et au-dessus, donc c'est clean puisqu'il n'y a pas d'eau. Et donc ça tourne en permanence et ça fait des petites racines, quoi. Tu avais mis de l'engrais pour les neppes en aquaponie. Non, je mets pas d'engrais. J'avais mis un tout petit peu de Clonex, qui est l'hormone de bouturage qui s'appelle, rappelez-moi. C'est quoi le nom de ce truc? De l'oxine. Voilà, pardon. Ça doit être de l'oxine concentrée. Quelque chose comme ça. Panier à plantes d'aquarium. Ouais, c'est les plantes d'aquarium, elles sont aussi vendues dans ce genre de truc là. Mais ça coûte rien du tout, hein. Et une bouturette, je me souviens que chez Culture Indoor, la bouturette, je l'avais payé 20 euros avec la pompe, la plaque et tout, quoi. Donc franchement, même pour les plantes potagères, c'est vraiment génial, c'est ultra efficace. Il y a 100% de racines, ça moisit jamais, c'est vraiment génial. Trop Pour bien. les neppes, je pense que ça peut être une bonne solution à essayer, quoi. Ouais, de fou, de fou. À voir si ça tient après en potage, parce que quand on commence à faire des racines dans l'eau, ça fait visiblement des racines d'eau, et c'est un peu moins adapté au terreau et enfin, aux substrats qui sont plus compacts, quoi. Donc je ne sais pas ce que ça donne en termes d'adaptation, mais je pense qu'il faudrait essayer à grande échelle, pour voir un peu. Euh, Bouture de feuilles. Quid des boutures de feuilles? Bouture de feuilles sur les dionnées. Ouais, Ouais, c'est simple à faire, hein. Suffit de récupérer la feuille en entier, hein. ok, Aller vraiment profondément jusque en dessous du bulbe, à bien récupérer cette partie-là. En fait, c'est cette partie-là qui va fournir les boutures. Le reste de espèce la de partie feuille, blanche, c'est ça, hein. ouais, c'est la partie blanche. Ouais, le reste de la feuille, ça va plutôt servir de réserve pour les plantules. Elles vont puiser là-dedans. Mais Ok, donc arracher la feuille et puis pas la couper, hein, l'arracher c'est mieux, hein. Et puis la déposer sur de la tourbe, juste un petit peu recouvrir la partie blanche avec un petit peu de tourbe, et puis ok. garder ça très humide et ça pousse au printemps, ça pousse relativement vite, hein. 2 semaines, vous pouvez Et commencer à avoir. en termes de résultats, t'as 100% de résultats ou c'est compliqué? Oui, oui, pratiquement 100%. Alors c'est peut-être parce que j'ai un peu d'expérience, mais à force d'en faire, On surtout finit par sur les savoir, ouais. vieilles feuilles de vionnet qui vont pas tarder à noircir ou à finir leur cycle, ça vaut le coup de les Ouais, récupérer. Et puis, même si vous n'avez pas toute la feuille en entier, si vous avez qu'une écaille, si vous avez que la partie blanche, vous la ça bouturez et suffit. puis ça vous donne des plantules. D'accord, ok. Laurent, tu peux peut-être nous parler des boutures de Pingicula, parce que c'est comme ça qu'on les fait, je crois. Ouais.
Pour les mexicaines, c'est aussi Ouais. très simple. Ah, mais là, c'est trop tard maintenant, mais il faut prendre les feuilles d'hiver. D'accord. Avant, souvent, on le fait avant le rempotage des plantes hein, en hiver, quand on les a mis. Parce que l'hiver, il faut les mettre au sec. Et donc, quand on s'apprête à rempoter, on enlève une partie des feuilles. Alors, selon Serge, on peut en enlever 30% à peu près. D'accord. Ça pose pas de problème à la plante. C'est ce que j'en fais souvent un peu moins. Et puis, il suffit de les mettre sur un lit. Soit de sphinx, le plus important, mais sphinx, parfois ça pourrit, donc moi je les mets sur de la vermiculite, perlite ou Ouais. vermiculite, que ce soit bien Vermiculite, humide, et puis dans une petite boîte en plastique, genre un petit tupperware en plastique, dans un endroit à la lumière, mais faut quand même, enfin pas une chaleur, pas derrière une fenêtre, quoi. Au bout Ok. de quelques jours, ça commence déjà à pousser. Et là, moi, ils sont au garage, celles de cette année sont au garage, j'en ai plein, 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 plein. Et vraiment, Alors, je vais vous montrer ce ça que j'ai marche. fait. Je peux pas la déplacer parce que c'est un peu scabreux. Je sais pas si on va voir. Et juste, moi, ça n'a jamais fonctionné Ah les oui. boutures de feuilles de Pinguicula, mais avec les feuilles d'hiver, là, avec les petites écailles un peu comme ça n'a Je vais jamais essayer. fonctionné. Par contre, ça marche vachement bien avec les feuilles d'été pour moi. Ah, t'arrives avec les feuilles d'été, toi? Alors que moi, pas Ouais. du tout. Ah ouais? Ah non, moi j'arrive que avec les feuilles d'été, avec les feuilles d'hiver, j'y arrive jamais, quoi. J'arrive jamais à faire prendre une bouture, c'est terrible. Et t'as vu la technique des gens qui prennent les feuilles, je pense que c'est plutôt des feuilles d'été pour le coup, et qui mettent dans un petit, comment ça s'appelle? Un sachet, un ziploc là. Ils mettent juste la feuille Ah, j'ai dedans, fait aussi, ouais. tu fermes comme ça, et en fait ça pousse tout seul, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau ni rien du tout. Tu laisses comme ça dans un coin, c'est fermé hermétiquement, et ça fait déjà toutes les petites pousses, et après t'as plus qu'à poser sur un substrat et ça pousse. Alors moi j'ai essayé ça. Ah, je l'ai fait, j'attachais les petits On va sachets, voir. puis je l'attachais au plafond, en fait, avait un tuyau au plafond. Et c'est vrai que ça marche hyper bien. Alors, si tu mets un petit peu, et j'ai essayé de mettre avec une ou deux gouttes d'eau, je me suis dit ça marchera Dommage. mieux. Ça pourrit systématiquement. Ouais, Ben, ouais. comme tu dis, il faut rien mettre dedans. Juste le petit ziploc, la feuille dedans, pof. Et puis ça marche hyper bien. Mhm. Moi, ça me faisait Moi j'ai trop testé dans de le pot sacs et là. tout ça. C'est dommage que je sais pas le focus, c'est dommage. Mais en fait je l'ai mis directement C'est- sur un lit de pouzzolane On voit rien, dans David. dans une bouteille étanche, dans une bouteille comme ça, en verre. Et je sais pas si on voit les Non, on petites voit pas en parties fait. qui sont au On bout de voit mon pas ta doigt là. caméra. C'est On parti. voit pas la Ah caméra. merde. On voit pas Ah bah ouais, si je fais pas la transition ça va pas. Ok, c'est reparti. C'est mieux comme ça. Je disais ici ça a commencé déjà à pousser. C'est dommage qu'on voit pas. Ah ouais, ça y est, ça y Je est. peux la C'est ranger bon, ou pas? c'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux juste modifier ça? Attends, j'essaie de trouver. J'imagine les guirlandes de Euh, sachets chez Laurent. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, c'était Noël, hein. J'ai vite arrêté, je me euh, suis vite fait enculer. On voit là, David, hein. on voit, ouais. Ouais, ouais, Après. on voit. C'est quoi, c'est de Non, la c'est dommage pouzzolane que qu'on t'as ait mis au fond? Ouais, c'est de la pouzzolane, ouais. C'est dommage parce que c'est beaucoup plus propre de près. Mais ouais, il y en a, elles ont toutes pris. Les petits, ouais, c'est dommage que le focus se fasse pas De bien. toute façon, il suffit juste Mais d'avoir une atmosphère très très humide. Et puis, c'est ça. ça fonctionne. Puis Le truc pas est éviter les fermé, quoi. moisissures, Le quoi. bouchon est complètement fermé, quoi. Et l'intérêt pour Donc les pinks, c'est voilà. qu'en un an, on a quand même de jolies petites plantes. Elles ne demandent pas 5 ans comme les autres, quoi. Ouais. Hop. Non, c'est pratique, vous arrachez. Ouais, moi je l'ai fait à la pince à épiler aussi. Et puis, ah, je vais l'enlever. Hop, sinon on voit tout. Et voilà. Je vais essayer de le remettre sans tout péter. Et toi, tu fais sur les feuilles d'hiver aussi. Moi je fais sur les feuilles que je trouve. Donc dès qu'il y a des feuilles et que je veux faire une bouture, je tire dessus. Je me prends pas la tête sur la saison, j'avoue. Bon après, elles ont pas vraiment de saison ici, mais oui, non, je me prends pas la tête. Après, ça dépend les espèces aussi, hein. Je pense qu'il y en a qui se bouturent plus facilement avec l'une, d'autres plus facilement avec l'autre et tout, hein. Je pense pas que ce soit Oui, trop faut essayer. généralisable en fait comme truc, quoi. J'ai jamais essayé des trucs comme Gigantea, par exemple. Je sais pas si ça marche vraiment. Comme c'est un peu particulier, c'est une plante qui a pas de saison sèche, donc je sais pas si ça marche avec les. Si vous avez déjà essayé. Non, moi j'ai fait avec des hybrides de Gigantea ou pareil de Moctezumae et tout qui rentrent pas vraiment en repos non plus, et ça marche vachement bien, hein. Ah bah oui, bah donc Ouais. c'est la même chose. Ah d'accord, bah je vais essayer. On va. Bah je vais essayer alors. Je vais choper des feuilles demain. Et j'ai essayé de les mettre en ziploc comme ça. Là, il te faut un sacré sachet Ziploc là pour la Gigantea.
Ah oui, oui, ouais, ça fait des grandes feuilles, ouais. Quoi d'autre? Bouture dans l'eau. Qu'est-ce que ça dit, bouture dans l'eau? Ouais, bah moi j'ai fait plein de boutures de feuilles dans l'eau, de pas mal de Drosera, et ça marche Ok. vachement bien. Le Ça, seul c'est truc, ouf. c'est qu'il faut pas. Bon, des fois, enfin, genre, s'il y a trop d'algues qui se développent dans l'eau ou quoi, ou qu'il fait trop chaud, ça moisit, c'est pas terrible. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je les mettais dans des espèces de tubes, là, d'éprouvettes, de trucs comme ça, fermés et à l'ombre dans ma serre, genre par terre, au froid, à l'ombre dans la serre. Je les laissais Ok. quelques semaines là-bas et ça pousse trop bien. Et par exemple, avec une feuille de filiformis, on peut faire une quinzaine de plantes. Pareil avec Mm. Binata, j'avais essayé. Capensis, ça marche, mais bon, on s'en fout un peu vu que ça pousse de partout. Enfin, tous ces types de Drosera là, ça marche vachement bien, quoi. Je sais pas si vous avez essayé avec d'autres plantes. Je sais que ça marche aussi avec Jamais. Aliciae, avec Rotendifolia, même je crois que ça marche. Ouais. Je sais pas vous si Jamais vous avez testé. essayé avec d'autres espèces. Adélaé, ça marche aussi. Même avec, ouais, avec les espèces comme ça, Adélaé, ça marche hyper bien. Il suffit de mettre la feuille à plat et puis pouf, ça marche super bien. Même dans la flotte. Le seul truc que j'ai pas réussi, c'est Drosera Regia. J'ai jamais réussi vraiment à ce que ça pousse. On dit que ça marche Apparemment, bien mélangé Drosera avec. regia, Ouais. les racines de Drosera regia, il paraît que ça Jamais marche réussi bien. non plus. J'aime pas, Mais bah, je dois pas être très. non, mais c'est Mais regia sinon, à fond. quasiment, bah oui. Mais quasiment ça marche pour tous les Drosera, ce genre de bouture. Ok. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, mais ça marche quasiment pour tous. J'ai vachement réussi avec, j'ai quasiment tout essayé. Avec Collinciae, des trucs comme ça marche très très bien. Ben, ça me fait penser que dans les différentes méthodes de multiplication, on n'a pas pensé, je pense au Drosera australien avec les gemmes, qui est encore une autre méthode pour Hmm. obtenir plein de plantes. Donc les Drosera australiens forment des petites, comment on peut appeler ça? On appelle ça des gemmes, mais c'est des, Laurent, il appelle ça des ça- patates. Des Non, non, propagules. c'est pas les patates, c'est vraiment Ah, des mini mois, quoi. ouais, comme des petites écailles ok. qui se forment à la tête de la plante. Donc ça se forme novembre, décembre, et qu'on peut déposer à ce moment-là sur la tourbe, et ça vous refait une plante. Et à partir d'une plante, vous pouvez obtenir, alors, il y a Pulchella, il y a Scorpioides qui donne beaucoup de gemmes quand même. Donc à Tous partir les Ok. d'une pygmées, plante, quoi. ouais, toutes les pygmées, vous pouvez récupérer une vingtaine de plantes assez simplement. C'est particulier à ces Drosera-là. Et dans les modes de multiplication, c'est vrai que j'avais pas pensé à celle-ci. C'est Parce qu'on pratique. retrouve ça aussi, cette histoire de gemmes, on retrouve ça aussi chez les pinguicula tempérés où tu as des petits, des bulbilles, des gemmes, c'est les mêmes trucs, c'est des petits plants en miniature. Tu peux détacher du pied et tu remettre à côté. Moi, j'en ai fait plein pour les vulgaris, par exemple. Ouais, Et ouais, c'est juste, tu vrai. prends juste avec une pince à pied, tac, 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 et c'est Ouais, nickel. Et tu fais ça l'hiver, donc Grandiflora, c'est il y en bien. a plein aussi, ça en fait plein. Ouais, grandiflora, ouais, j'en ai plein, plein aussi, ouais. Ça pousse vite. L'intérêt des gemmes, comme disait Vernon, c'est que ça prend pas beaucoup de temps et ça pousse hyper vite. Comme la plante, elle est déjà formée à l'intérieur, et elle a juste à croître, hein, ça va hyper vite. C'est pas Ouais. une graine, quoi. Et juste pour Puis répondre là aux aussi, questions on peut en de trouver vachement pendant. Ouais. Ouais, Pardon. non, je voulais juste répondre à Aquatique qui avait dit la Pinguicula X Pirouette. Ouais. Est-ce que c'est une Justement. mexicaine? Oui, c'est une mexicaine. Je sais plus ce que c'est l'hybride, mais c'est un truc genre Moranensis, Elerciae, un truc du genre, quoi. Pirouette? Ouais, Ouais. je crois, hein? Non? C'est un pingicula. Je crois que c'est ça. Je pense que t'as raison. Ouais. Ah, Quelque c'est chose qui possible, ressemble hein. à ça. Oui, c'est mexicain, mais je sais plus ce que c'est comme. Ah oui, je sais pas On ce va que c'est vérifier comme hybride, mais rapidement. ça a une tête un peu. Ah non, Agnata. Si, Agnata, hybridé avec Moranensis et Elerciae. J'ai Ah, c'est ça. presque. Ok. Ouais, bah,
Putain. Ils avaient presque Bravo. dans l'ordre. Oh la vache. N'oubliez pas Quel que talent, c'est quoi. patrimoine génétique, mais Quel talent. Mais Je vous propose pourquoi qu'on avance Pirouette un peu les alors 20. Vas-y. Pourquoi elle Ah, c'est le nom s'appelle du Pirouette cultivar, quoi. Elle ressemble à une Bonne pirouette question. ou pas du tout? Rien du tout. Faut, Non, comme faut les regarder autres. sur les CPS. Avec des parents comme ça, je vois pas trop. non, ça ressemble un peu à Je vois pas trop. Cétos, Vézère, tous ces trucs-là, quoi. Ah ouais, donc ouais. Ah, c'est un truc commercial, quoi. On a compris. Je vous propose qu'on avance un peu. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire rapidement quand même le bilan de la journée mondiale des plantes carnivores du 1er. On a passé ensemble 6h30 de live. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et donc, bon Arthur, tu n'as pas pu être là à ton grand regret, mais tu étais là avec nous par l'esprit. Donc je vais remercier Laurent Hugo hein, qui était avec moi pendant une bonne partie du live. Je remercie Nero Raja, qui était donc la personne qui nous a fait visiter le jardin des plantes de Caen en 3 parties. Je remercie Nathan François qui nous a fait visiter sa collection. Alexandre Ponce qui nous a parlé de Dionée comme à son habitude. Lucas Schaff qui était avec nous pour parler de cette table ronde, cette première table ronde plutôt débutant. La seconde table ronde qui a eu lieu, c'était avec Clément Poiré, qui est donc mon contact chez VGD pour les tests de LED, avec qui d'ailleurs on va faire un partenariat. Donc on va peut-être on est en train de discuter, mais on va sans doute pouvoir vous proposer du matériel industriel de chez eux à l'achat pour les particuliers. Il y a quelques matos qui pourraient être intéressants, je vous en ai déjà parlé. Il y avait également Romain Duval, qui est un collectionneur d'Elanforail, qui en a discuté de passion et de collection. Il y a Nico Fly aussi qui était prévu sur la première table ronde, qui est donc le responsable du groupe Piment Fort en France et qui nous a parlé de piment. Vous avez bien aimé. D'ailleurs, il y a eu pas mal de retours sur les piments et il y a des gens qui m'ont demandé des infos, donc c'est cool. Je remercie aussi Christophe Banas qui m'a permis de faire l'interview. Donc c'est lui qui a créé la journée mondiale des plantes carnivores. Je le remercie d'avoir fait cette interview en asynchrone, j'allais dire. Je lui ai envoyé les questions, il m'a renvoyé ses réponses en anglais et j'ai fait un peu de synthèse vocale, c'était sympa à faire. Et puis merci à Enzo Defer des Dents de la Terre d'être venu pour la dernière table ronde. C'était plutôt une interview qu'une table ronde puisqu'on était tous les deux. Cédric a été retenu malheureusement ce soir-là, mais voilà, je remercie tout le monde et puis tous les gens qui étaient bien sûr sur le chat, qui nous ont tenu compagnie, qui ont posé des questions, qui ont intéressé des gens qui n'avaient jamais vu notre chaîne, ni n'avaient jamais acheté de plantes carnivores. Et ben merci beaucoup en tout cas à tous. C'était vraiment très bien quoi. Je propose, qu'est-ce que je fais? Je fais rapidement la plante du mois et puis après tu nous parles des plantes que tu as vues en Bolivie, Arthur, ça te va? Ça te va? C'est bon pour toi? Ok. C'est parti. Alors je vous ai préparé un petit... j'ai réussi à faire un truc de diapo cette fois-ci. Alors attendez, il faut juste que je le prépare, il y en a pour 15 secondes, parce que j'ai pris des photos, je vais le dire sur CP Photo Finder pour la Dionée Mirror, qui est donc la plante du mois que vous avez choisi. Je prépare un petit slideshow, normalement c'est comme ça. Si je fais ça, il se passe quoi? Ok. Et ça devrait tourner tout seul, je rajoute le plan, et normalement c'est bon. Alors. Hop, ça c'est bon. Ok. J'aurais pu le faire un peu avant. Et il est donc... C'est ça? Oui, c'est ça. Messieurs, je vous fais disparaître le temps de ma chronique. Hop. J'enlève le Discord. On a bien vu déjà que tu voulais pas trop nous mettre. Tu nous mets de la même taille que ton chat, on a bien vu ce qu'on valait à tes yeux. Ah la vache. Les mecs, je les invite quoi. Ouais, c'est parti. Donc aujourd'hui, on parle de Dionée Mirror. On est là, hop. Bon, d'abord, la première chose qu'on voit dans le nom, c'est que c'est une Dionée avec un nom avec des simples côtes, c'est-à-dire des apostrophes classiques français. C'est qu'en fait, ça veut dire qu'il s'agit d'un cultivar. C'est donc un spécimen qui a été une variété cultivée. C'est la décomposition du mot cultivar. Je fais un tout petit peu d'histoire. Et donc c'est une plante qui a été gardée pour ses caractéristiques particulières. Et donc on en a parlé on n'en a pas parlé, mais je vais en parler maintenant, qui peut être reproduite que par bouturage. C'est-à-dire que si vous prenez deux Dionée Mirror et que vous faites des graines avec, vous n'obtiendrez pas du tout
la même physionomie de plante. Cultivar, on peut avoir deux écritures possibles. On a soit des apostrophes, comme on l'a écrit ici, c'est-à-dire simple côte. C'est pour définir un cultivar officiel qui a été déposé auprès de l'ICPS, ce qui est le cas de la plante dont on parle. Soit des doubles guillemets, donc des guillemets, des doubles côtes, qui est la manière de marquer le nom d'un cultivar qui n'a pas été déposé à l'ICPS. Donc voilà, cette petite différence syntaxique vous permet de savoir si c'est une plante qui a été officiellement décrite et acceptée par l'ICPS, ou si c'est un cultivateur, que ce soit amateur ou pro, qui a fait un cultivar dans son coin et qui a décidé de lui donner un nom, quoi. Alors comment on s'est retrouvé avec cette plante? Bon, sachez déjà que sur CP Photo Finder, qui est la majorité des photos qu'on retrouve, on retrouve une soixantaine de photos. Vous pouvez les si quelqu'un peut mettre le lien, Arthur ou Laurent, la page de CP Photo Finder avec les photos, comme ça les gens l'auront. Donc cette plante, elle a été déposée à l'ICPS le 9 juin 2010. Je vous ai mis les sources d'ailleurs, c'est le screenshot que vous voyez. Cette plante, elle a été déposée en 2010 par Dieter Blanquer de l'association Drosera VZW, que je ne connaissais pas, qui est une association belge de plantes carnivores. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, Dieter a rejoint un voyage de Drosera VZW pour visiter Carniflora, qui est une entreprise de plantes carnivores hollandaise. Et après avoir perdu la plupart de ses données pendant un hiver ultra rude, il a décidé donc en mai 2017 d'acheter plusieurs jeunes plants qui, de loin, avaient l'air très... Ah mais on le voit pas. Si, c'est bon. Bizarre. Je vais essayer de tourner. Hop, c'est mieux. Ok, bon, désolé. Il a décidé donc en mai 2017 d'acheter plusieurs jeunes plants. C'est parce qu'il revient au début, non? Je vous le remets comme ça. Et donc des plants qui avaient l'air ultra similaires. Et en fait, il a remarqué un jour qu'il y avait des feuilles distinctes qui s'étaient développées. Et en grandissant, il a vu qu'il y avait une variabilité qui était assez étonnante avec des pièges simples et doubles, comme on peut le voir là. Donc on a deux petits pièges qui se développent à l'extérieur des feuilles, à l'extérieur des pièges classiques, comme vous pouvez le voir sur ces photos de Flight Trap Store. Donc avec Kirk de Troyer, qui est le trésorier de leur assos, ils l'ont nommé Mirror, vous devez deviner évidemment pourquoi, pour ces pièges qui sont donc symétriques sur les feuilles. Alors le deuxième piège, celui qui est à l'extérieur, il est inactif, mais en dehors de ça, la plante elle pousse exactement comme n'importe quel autre dionée type, quoi. Il y a un point spécifique, c'est que ces pièges doubles, ils se forment assez spécifiquement de ce que j'ai compris, je ne peux pas le confirmer, mais c'est écrit dans la description de l'ICPS, que ça se forme simplement au début et à la fin de la saison de croissance, mais pas en milieu de saison. Donc vous allez avoir une plante qui va commencer avec des pièges comme ça, puis ça fera des pièges normaux, et puis on terminera avec des pièges mirror, c'est-à-dire avec ces quatre mâchoires de chaque côté, quoi. J'ai regardé un petit peu sur le net, il y a un petit peu de dispo sur Carnivore Zone, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en vendait sur le site. Et j'ai vu chez Araflora, il y a une nouvelle version qui s'appelle New Mirror. Mais celle-là, par contre, elle est à plus de 30 euros. Sachant que c'est une plante que vous pouvez trouver en gros entre 10 et 25 euros. Qu'elle n'est pas très compliquée de culture. Qu'elle se reproduit visiblement très bien. Parce que la personne qui la vend sur Carnivore Zone dit qu'elle va en envoyer plusieurs d'un coup. Puisque ça fait des potées et que ça se divise ultra bien. Donc voilà, si c'est une plante qui vous dit, n'hésitez pas, c'est pas compliqué. Je rappelle qu'on en a parlé, mais les dionnées, ça se cultive en tourbe pure à l'extérieur toute l'année. On met de l'eau et on met ça en plein soleil. Et ça se passe très bien, il n'y a quasiment aucun entretien. Donc n'hésitez pas, si cette petite dionée Mirror vous fait envie, n'hésitez pas, elle est pas très compliquée à cultiver. Et c'est quand même bien sympa ce double piège là. C'est cette spécificité qui est quand même bien cool. Voilà, je ne vais pas y passer des heures, mais c'était sympa et vous avez bien fait de choisir cette plante. C'était une bonne idée. Je vais enlever mon partage d'écran. Hop, on va arrêter ça. Voilà. Et est-ce que l'un de vous a cette jolie petite plante? Oui. Ah, je Oui, vois qu'il y a bien un sûr, oui. possesseur. Alors, une petite variante un peu plus intéressante, c'est Mirror par Shark, D'accord. qui a la particularité d'avoir les caractéristiques des deux.
et de faire des petits pièges latéraux toute l'année. Ok. Je sais qu'il existe aussi un cultivar Mirror par Mirror qui apparemment fait des petits pièges latéraux toute l'année Ah, aussi. quand même. Ok, d'accord. Donc, Ok. ouais, ouais. Et moi, Mirror, je l'ai eu tout au début et en fait, elle était très peu caractéristique, hein, elle faisait très peu de pièges D'accord. caractéristiques. Donc, je crois qu'elle a disparu de ma collection. Et puis, ça doit être dû à la multiplication en in vitro, ça, parce qu'il y a eu une telle demande à l'époque qu'il a Ouais. dû fournir rapidement des plantules à tout le monde. Et certains se sont retrouvés avec des cultivars super et d'autres avec des trucs Ouais. euh, Ouais. un peu, un peu moins stables. Et donc, au fur et à Ok. mesure des années, les moins stables ont disparu et les plus stables sont restés. Ok. On a Sam qui nous dit oui, perso, je l'ai eu au début de saison. Il y avait bien la spécificité et maintenant que la belle saison arrive, plein de pièges, mais aucun avec la spécificité. Ouais, ça colle avec la description de l'ICPS, effectivement. Je regarde s'il y a d'autres choses. Bon, après, vous discutez entre vous, c'est cool. Ok, Arthur, est-ce qu'on passe à ta partie? Ouais. Alors, attends. Vas-y, je vais te mettre en grand au milieu. Hop. Ah, il faut que je Euh, sorte pour valider ton partage d'écran. ouais. Ok, c'est bon, là je partage, tu me Et dis si c'est c'est bon. bon. Ouais, c'est bon. Euh, Et voilà. Ah, yes. c'est Fais-nous bon? rêver. Yes. Ouais. Je Du te vois. coup, ouais, je vais vous présenter vite fait. Normalement, je présente à chaque fois un article scientifique et tout, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, je m'étais dit que c'était une bonne opportunité pour vous montrer un peu les plantes carnivores que j'avais trouvées en Bolivie. Du coup, juste avant de commencer, juste vous rappeler un peu ou vous faire connaître un peu la Bolivie, parce que c'est pas un pays très connu. C'est donc ici, c'est au cœur de l'Amérique du Sud. Et c'est un des rares pays au monde qui est dit méga divers ou méga diversifié. Ça veut dire qu'il y a plein d'espèces qu'on peut trouver, de plantes, d'animaux. Il y a plein d'espèces endémiques, c'est-à-dire que des espèces qu'on peut trouver que là-bas. Et par exemple, il y a plus de 20 000 espèces de plantes estimées. Alors, il y en a 15 000 qui sont décrites, plus de 15 000 qui sont décrites. On estime qu'il y en a au moins encore 5 000 qu'on n'a pas décrits. Ce qui est pas complètement délirant parce que c'est très très peu prospecté et moi j'y étais allé pour travailler, enfin pour faire un travail en master pour mon projet de master et même nous juste en grattant un petit peu on a trouvé plein d'espèces en fait qui étaient même pas décrites donc c'est pas complètement délirant quoi. Et c'est le pays qui contient le parc naturel le plus riche de la planète avec le plus d'espèces, c'est le parc du Madidi. Du coup, en fait, cette diversité d'espèces, on la doit à la diversité d'habitats et de climats différents qu'on peut trouver au sein du même pays. Donc, la Bolivie, ça fait à peu près 2 fois la taille de la France, pour avoir une idée. Donc, c'est assez grand. C'est pas un pays immense, mais c'est quand même assez grand. En fait, si on regarde une vue aérienne, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a à peu près un tiers du pays, ou presque la moitié, qui est en altitude en fait. Donc ça, c'est les Andes, c'est une chaîne de montagnes. Il y a ici au milieu ce qu'on appelle l'altiplano, donc c'est un plateau d'altitude qui est situé à 4000 mètres. C'est là où on va trouver le lac Titicaca et le Salar de Uyuni qui est un peu plus bas. Et le lac Popo qui est ici, qui est assez connu malheureusement parce qu'il s'est complètement évaporé et il s'évapore complètement depuis quelques années à cause de la désertification et de plein d'autres trucs. Bref, et on a ensuite les terres basses, si vous voulez, qui font à peu près 2 tiers du pays ici, et où là, bah, on est plutôt bas en altitude. Et toute cette zone-là, c'est une zone complètement déforestée. Il y a plein de time-lapse, si vous voulez voir la déforestation, c'est assez terrifiant. Et du coup, en fait, cette géographie-là, ça fait qu'on a deux gradients, où en gros, on a un gradient de froid-chaud, avec du froid si on est en altitude, et puis du chaud si on est en bas. Et puis en haut, du très humide, parce que là, on est dans la forêt amazonienne, en fait, ici, là. Et puis du plus sec en bas, où on a un climat qui est plus type méditerranéen, quoi. Et du coup, en fait, dans le même pays, on peut avoir tous ces paysages-là
Donc des montagnes complètement enneigées, de la forêt tropicale, du désert complet comme ça, et puis des zones un peu qui ressemblent au maquis ou à la garrigue, quoi. Bref, du coup, j'ai voulu regarder un petit peu les espèces de plantes carnivores qui, qui poussaient en Bolivie et j'ai trouvé zéro information. Alors en fait, je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut connaître les espèces de plantes à chercher et dans les descriptions, on dit que ça pousse en Bolivie, par exemple. Mais typiquement, la base de données la plus connue de la planète qui s'appelle GBIF dit qu'il y a zéro observation de plantes en Bolivie. Donc voilà, c'est juste que les données ne sont pas transmises ou qu'il n'y a pas assez de données, quoi. Mais en vrai, il y en a plein et ça existe, quoi. Mais c'est juste que c'est assez compliqué. Il n'y a pas un endroit en fait où on peut aller voir toutes les plantes qu'il y a, ou alors, enfin, c'est dans des livres et tout, mais que j'avais pas accès, quoi. Bref, du coup, en fait, où je suis allé moi, c'est donc ça, c'est les différentes régions de la Bolivie. Et moi, où je suis allé, c'est dans la grande région ici de Santa Cruz, euh, qui est située donc ici à l'est du pays, dans la zone un peu chaude, et plus précisément dans l'habitat qui s'appelle la Chiquitania. Donc ça, c'est tous les habitats différents qu'on peut trouver en Bolivie. Donc là, typiquement, bah, c'est de l'Amazonie, quoi. Ici, c'est des forêts qui sont dites sèches. Alors les forêts sèches, enfin tropicales sèches, c'est assez intéressant parce que c'est des forêts de feuillus, donc un peu comme on a chez nous, et qui perdent complètement leurs feuilles, mais pas en hiver, mais pendant la saison sèche, en fait. Ils perdent toutes leurs feuilles et après les feuilles reviennent pendant la saison humide. Enfin bref, c'est assez intéressant. Et du coup, la Chiquitania ici, c'est un peu une zone de transition entre ces deux trucs-là. Donc, on a des espèces d'un peu de partout en fait qui se retrouvent ici. Et c'est pour ça que c'est hyper riche aussi en espèces parce que c'est un peu une transition climatique et d'habitat, quoi. Bref, et du coup, le paysage, ça ressemble un peu à ça. En fait, c'est assez plat. Et des fois, il y a des espèces de montagnes un peu comme ça qui sortent. On dirait un peu. Enfin, moi, ça m'a rappelé un peu les photos que j'ai vues des tépuis, vous savez, au Venezuela. Donc, ce genre de truc, hein, des espèces de rochers qui sortent comme ça de nulle part dans un endroit tout plat. Bah, là, typiquement, c'est voilà, donc ça, c'est une partie de la Chiquitania, vraiment une toute petite partie. Et vous voyez que donc, tout ça, c'est de la forêt primaire, hein, qui a jamais été coupée ou rasée ou quoi que ce soit. C'est une des forêts sèches, non, c'est la forêt sèche la mieux conservée du monde jusqu'à présent. Mais en fait, la déforestation arrive. Je sais pas si vous voyez sur la photo, mais on voit des espèces de petits rectangles ici, les uns à côté des autres. Bah, ça, c'est la déforestation qui commence en fait dans cette zone qui est complètement primaire et avec une diversité incroyable, quoi. Bref. Et du coup, pendant que j'étais en train de me baigner ici, vous voyez, j'étais très content en train de me baigner dans l'espèce de piscine naturelle qu'il y a là-bas, qui c'est super cool, quoi. En fait, je me suis rendu compte en regardant d'un peu plus près qu'il y avait des espèces de petits îlots comme ça de plantes. Et en regardant un peu plus près, j'ai trouvé de la sphaigne. Du coup, j'ai commencé à me dire, ah, s'il y a de la sphaigne quand même, il devrait y avoir quelques plantes carnivores, quoi. Et du coup, j'ai gratouillé un peu plus proche, un peu plus près, et j'ai trouvé ces espèces de petites feuilles comme ça, un peu bizarres. Et bah voilà, quand j'ai commencé à voir des petites fleurs comme ça, je me suis dit, ouf, là, on est quand même sur de la plante carnivore. Alors du coup, moi, je connais pas du tout les espèces de plantes carnivores tropicales, encore moins qui poussent là-bas. J'avais vraiment aucune idée. Et du coup, c'est comment il s'appelle, Fernando Rivadavia, là, celui qui est super connu, là, le boss des Drosera un peu. C'est un Brésilien qui connaît vachement bien, qui a décrit plein d'espèces tropicales du Brésil et de par là-bas, quoi. C'est lui qui m'a identifié toutes les plantes. Donc, je parle sous son contrôle. Donc ça, c'est la première espèce que j'ai rencontrée. C'est dans la zone, l'espèce de piscine naturelle, là, comme ça. Juste dans les petits endroits où il y a trois plantes qui poussent comme ça. Donc ça, c'est de l'eau courante, hein. Et donc, c'est autour de 600 mètres d'altitude. Et donc ça serait Utricularia nervosa. Voilà, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur cette Utricularia. Apparemment, elle est en culture. Voilà, mais elle n'est pas spécialement en danger d'extinction ou quoi que ce soit. Elle est assez répandue en fait en Amérique latine. Donc les fleurs sont assez grandes en fait, hein. C'est pour ça que je les ai vues en premier, quoi. On les voit assez bien dépasser comme ça de la végétation. Bon, faut quand même avoir l'œil, hein, mais en vrai, ça va, c'est plus gros que Utricularia subulata par exemple. Donc voilà pour la première espèce. Et ensuite, on est allé marcher dans un endroit par là-bas dans la Chiquitania. Et, et donc le paysage ressemble à ça. Donc en fait, là, vu qu'on était un petit peu en hauteur, il n'y a plus d'arbres. En fait, c'est ce qu'ils appellent la pampa. Donc c'est une espèce de savane en fait, euh, où il y a plus que de l'herbe parce qu'il n'y a plus assez d'eau en fait pour maintenir une forêt. Mais vous voyez que quand vous descendez un tout petit peu, tout ça, c'est de la forêt, quoi. Et donc l'habitat ressemble à peu près à ça. Là, on est plutôt autour de 1000 mètres d'altitude.
Et si vous êtes un petit peu en altitude, dans les milieux tropicaux et qu'il y a des petits ruisseaux un peu comme ça, c'est généralement l'endroit qu'il faut commencer à regarder pour trouver des plantes carnivores. Et du coup, quand je suis passé devant cet endroit-là, j'ai commencé à regarder un petit peu et j'ai vu ça. Alors, franchement, au début, j'étais même pas sûr que c'était une plante carnivore. Et en fait, il s'agit d'Utricularia neotioides. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette plante. Donc, en zoomant un petit peu, ça ressemble à ça. Et en gros, la fleur ressemble à ça. Donc, ça a bien une tête d'Utricularia quand même, hein, la fleur. Mais j'ai voulu gratter une partie de la. Ça pousse dans l'eau, hein, c'est vraiment de l'eau courante, vous voyez. Et en fait, ça, c'est les feuilles, là. Hein, tous ces espèces de filaments un peu bizarres, là. Ça, c'est les feuilles. Et en fait, quand j'ai essayé de récupérer une feuille comme ça avec une fleur pour regarder si c'était bien une Utricularia, bah, j'ai pas vu de piège. Du coup, j'étais vraiment pas sûr que ça en était. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui que bah, déjà, oui, c'était bien une Utricularia, parce qu'on me l'a identifié comme ça. Mais en fait, c'est la seule Utricularia avec une autre espèce qui peut ne pas produire de piège. En fait, qui serait plus vraiment carnivore ou qui produit très très peu de pièges en fait. Bref, je savais même pas que cette plante-là existait. Mais elle est assez intéressante et elle pousse du coup exactement dans ce type d'habitat-là très particulier, avec de l'eau courante tout le temps. Et en fait, elle s'accroche sur le fond du ruisseau et elle laisse ses feuilles comme ça suivre le courant. Et c'est ça, c'est comme ça qu'elle pousse, quoi. C'est ça son milieu naturel. Donc, je la connaissais pas du tout, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Et il paraît, alors moi je l'ai pas senti, mais il paraît qu'elle a une odeur très spéciale, un peu sucrée, presque écœurant, tellement c'est sucré bizarre. Voilà, donc là c'est encore une photo de l'habitat, donc ça c'était juste à côté des ruisseaux. Et bah voilà, sur un endroit un peu, pas à l'intérieur comme ça de l'herbe, quoi, mais dans des endroits un peu plus ouverts, un peu plus dégagés, proche des chemins par exemple, ou des endroits où les bêtes marchent. J'ai vu ces petites Drosera, alors il semblerait que ce soit Drosera communis. Donc moi pareil, je le connaissais que de nom, mais je pensais pas le trouver ici. Donc pareil, hein, il n'y a aucune des espèces que j'ai trouvées qui est ni menacée, ni en voie d'extinction. En fait, c'est des espèces super communes que j'ai trouvées. Bah, et d'ailleurs, en fait, je les cherchais pas, hein, quand on était en train de marcher comme ça en suivant un guide pour une balade, et en fait, je les ai juste vus au bord du chemin comme ça, un peu sans faire exprès, quoi. Donc voilà, dans un communiste qui est très petit, qui poussait en espèce de petit paquet comme ça, c'est assez mignon. Voilà, une espèce, vous voyez que c'est quand même super humide, hein, à cet endroit-là, on dirait pas, mais en fait, c'est vraiment des endroits où il y a de l'eau qui coule, je sais pas trop d'où elle vient, mais il y a quand même de l'eau. La fleur que j'ai réussi à photographier qui était ouverte. Et voilà, donc ça c'est en gros la tête de l'habitat. Et là-dedans, j'ai trouvé aussi des utricularia, des trucs comme ça. Et en fait, là, en regardant un peu plus près, on se rend compte aussi qu'il y a une autre espèce de Drosera, et c'est Drosera lutescens. Alors ça, c'est une nouvelle espèce, enfin, elle a été décrite il n'y a pas longtemps. Avant, elle faisait partie de Drosera hirtifolia, c'est ça? Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une sous-espèce ou un truc comme ça de ce Drosera-là, mais qui a été en fait sorti du groupe il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3, 4 ans, un truc comme ça. Et donc elle n'avait pas vraiment la même tête, et la fleur était rose du coup, donc c'était pas la même espèce, quoi. Et alors j'ai oublié de vous mettre, mais j'ai pas mis toutes les photos, je suis un peu bête, mais j'ai trouvé aussi une Genlisea filiformis. J'ai cru que c'était Utricularia subulata, parce que j'ai vu que la fleur qui est toute petite et jaune. J'ai cru que c'était subulata, et en fait non, c'était bien une Genlisea, mais j'ai pas vu les pièges, j'ai pas vu les feuilles, je suis un peu dégoûté, je les ai pas prises en photo. Et j'ai trouvé aussi Utricularia subulata. Voilà, et du coup, petite mention un peu spéciale. Alors, je sais pas du tout quelle espèce c'est, mais on dirait presque une Brochinia. Enfin, c'est une Bromeliaceae, ça c'est sûr. Mais on dirait presque une Brochinia reducta ou un truc comme ça. Carrément, ouais. Oui. Ouais, c'est assez incroyable. Faudrait que je la fasse identifier celle-là d'ailleurs, parce que je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si. Je pense que c'est Ça la même. ressemble beaucoup, ouais. Mais ça y ressemble de fou, ouais. Donc après, je crois pas que ça pousse là-bas, Brochinia reducta. Mais voilà, ça ressemble un peu même le type d'habitat, la manière de pousser et tout, c'est un peu similaire, donc il faudrait que, je me suis pas occupé de ça, mais il faudrait que je fasse identifier cette plante, quoi. Et voilà, c'est tout, c'était tout pour ma petite visite virtuelle. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, attends, je vais vous remettre. Je vais me remettre en un peu plus gros. Hop, je ferme le stream. Je vous remets tous les trois. Et voilà. Et normalement. Je vais quand même apparaître. Voilà.
Oh bah merci Arthur d'avoir pris le temps Ouais, bah ouais. de partager tes voyages. C'est important aussi de voir les plantes in situ. C'est quand même important de Ouais, savoir qu'il en reste déjà. ouais, Et ce qui reste. ouais, pour l'instant, il y en a encore, ouais. Mais Bon, non, celles-là, mais elles sont pas en danger, t'as dit, mais. c'était assez impressionnant parce qu'en fait, vu que je connais tellement pas les espèces tropicales que, en fait, toutes les fleurs jaunes que j'ai photographiées, j'ai cru que c'était subulata, en fait. Et il s'avère qu'il y avait deux espèces déjà du Tricularia, et en plus de ça, il y avait un Genlisea, je l'ai même pas vu, quoi. Mais, ouais, peut-être si j'avais su, j'aurais peut-être pu regarder un peu plus en détail, mais c'est vrai que vu que j'étais pas ni parti pour ça, mais on n'avait pas trop le temps non plus, vu qu'on était en train de marcher, Ouais. j'ai un peu pris les photos à l'arrache, comme ça, l'émotion. Et du coup, bon, j'ai pas pris des très bonnes photos. Mais voilà. Mais en Il vrai, y juste a, en marchant comme ça, tu vois, ouais, trois genres et puis 5, 6 espèces, quoi. C'est déjà pas mal. il y a Aquatic qui demande si t'es parti là-bas pour le boulot. Non, là, C'est cette fois, secret. c'était seulement des vacances. Et je connaissais pas du tout ce site-là que Occitanie Carnivore a envoyé. C'est vachement cool, hein. Ouais. Je regarderai un peu qu'est-ce qu'ils disent pour. Ouais, je veux bien que tu notes, on le gardera peut-être pour le mettre dans une liste, ouais. Ah, bah, il n'y a pas les espèces. Ouais, ouais, ouais. Tant pis. Ouais. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie du sujet principal de ce soir. Alors, je pense qu'on va le faire en une fois. On a dit qu'on parlerait de... comment on l'avait organisé? Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. On a dit haute méthode et in vitro. Est-ce qu'on commence peut-être par l'in vitro? Ça vous dit? Alors moi je connais pas du tout. Est-ce que l'un de vous peut nous dire un petit peu comment ça se passe et dans quelles conditions et pour quel genre et avec quelle méthode? Bah, moi, je peux peut-être un petit peu en parler, Vas-y. puisque j'ai travaillé longtemps en laboratoire, pas dans le domaine végétal, mais les manips sont les mêmes, hein. Ok. Donc la culture in vitro, il s'agit de récupérer une partie bien spécifique de la plante, là où vous avez des cellules qui vont se multiplier, de les mettre sur... donc tout ça, ça se fait en laboratoire, en conditions plutôt stériles. Ça se fait dans des D'accord. petites boîtes, et ces petits morceaux de plantules, de plantes, on en fait des petits cubes, on met ça sur un gel qui contient des éléments nutritifs, et donc c'est mis sous lumière, au chaud, Ok. on attend que ça pousse, et ensuite il s'agit de un petit peu ce qu'on fait dans nos serres, récupérer les plantules et les reséparer pour refaire d'autres plantules. Donc ça, c'est une méthode qui permet de reproduire à l'infini des plantes. Ensuite, une fois qu'on a obtenu des plantules suffisamment nombreuses et puis de bonne taille, on les met dans des conditions un peu plus naturelles, on va dire. On va les sortir du laboratoire, et à ce moment-là, on va pouvoir les faire grandir et obtenir des sujets adultes pour pouvoir les commercialiser. Alors ça a de nombreuses applications, hein. Dans l'industrie agroalimentaire, ils s'en servent pour principalement pouvoir avoir des plantes identiques, D'accord. pour pouvoir faire des essais dessus, hein, des essais de résistance aux maladies, des essais de résistance aux insectes. Et particulièrement pour les plantes carnivores, c'est une façon rapide, euh, pas chère, de reproduire des plantes. Parce que quand on va chez Carniflora, je ne sais pas du tout s'ils fonctionnent avec de l'in vitro, eux, mais on se doute que derrière les serres où il y a des milliers de plantes, il doit y avoir toute une logistique pour pouvoir les multiplier rapidement, et répondre aux besoins de toutes les jardineries européennes qui ont besoin de plantes dans leur rayon, quoi. Ok, ça permet de les faire rapidement, c'est ça que tu veux dire, C'est ça, et d'avoir ouais. des clones parfaits. On fait des clones parfaits là du coup. Est-ce que Ouais, c'est quelqu'un ça. peut nous dire ce que c'est cette espèce de... Qu'est-ce qu'il y a dans ce gel là qu'on voit sur les images?
Le substrat, c'est quel type? Ben, en général, on part sur ce qu'on appelle une gélose qui est composée principalement d'eau, d'agar-agar. Ok. Donc c'est ce qui va former le gel. Et dedans, ben, on peut rajouter des hormones de croissance. On peut aussi rajouter des gènes pour, pour que Ok. pour que les petites plantules récupèrent ce gène-là et ensuite développent le caractère qu'on veut. Et, euh, et puis, du coup, la plantule se nourrit, c'est vraiment le milieu nutritif, quoi. On rajoute en général des antibiotiques, D'accord. des fongicides, hein, puisque, pour éviter les contaminations et pour que la plantule puisse se développer sans problème dans des conditions idéales, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des inconvénients à faire ça? Ouais, l'inconvénient, quand c'est maîtrisé, il y a pas trop d'inconvénients. Bon, ça demande une grosse logistique. Ça D'accord. demande du personnel qui est formé, qui est habitué à des manipulations très minutieuses. Alors, moi, de mon avis, les plantes issues d'in vitro qu'on trouve actuellement sur le marché, j'ai une certaine réticence envers ces plantes-là, puisque j'ai fait pas mal d'expériences là-dessus en achetant des nouvelles plantes rares, des lionnées, hein, principalement, Ok. et qui, une fois élevées dans mes conditions, hein, qui sont pas forcément idéales ou faciles, j'aime bien que les plantes souffrent. Ah bah, du coup, elles résistent pas. Euh, D'accord. Soit ça pousse pas, soit ça crève pour rien. Donc il y a quand même une adaptation au milieu extérieur, puisque c'est des plantes qu'on poussait dans un milieu protégé et Ouais. qui arrivent dans d'autres conditions et qui sont peut-être pas forcément capables de s'adapter. Mais alors ça vous donne beaucoup de plantes qu'on peut vendre pas cher, hein, mais j'ai des doutes sur la survie de ces plantes-là chez tous les collectionneurs. Ok. Arthur, Laurent, est-ce que vous avez un avis sur... Je crois que Laurent, ton avis est tranché sur l'in vitro, non? Non, en fait, sur l'in vitro, maintenant, il y a deux manières d'en acquérir. Soit, par exemple, chez Ok. Cdevit, où là, c'est un labo d'université, et qui, pour gagner un peu de sous pour les étudiants, pour faire tourner la boutique, ils vendent justement de l'in vitro. Ça vous arrive dans des sachets. Ok. Donc la gélose est déjà... Enfin, ils nettoient la gélose, ils font les choses bien, parce que parfois, la gélose n'est pas nettoyée. Et ça, c'est un problème, parce qu'elle s'emmène plein de contamination. Et là, il faut, D'accord. comme dit Vernon, il faut séparer les petites plantules, et puis après, les acclimater. Et ça, c'est pas rien d'acclimater des plantes qui sont sorties juste d'in vitro, de labo. C'est compliqué. Et sinon, on peut en acheter déjà acclimaté. Par exemple, chez Diflora, c'est ce qu'ils font, hein. Ils Ok. font, ils le disent, hein. Donc, c'est des clones. Mais même si, moi, je suis d'accord avec Vernon, même s'ils sont acclimatés, les clones sont quand même des plantes vraiment, vraiment, vraiment fragiles. Beaucoup plus fragiles que d'autres plantes, forcément. Parce que c'est comme si, c'est comme voilà, après le Covid, on avait tous plus de maladies du tout parce que on était dans notre petit milieu clos et puis Mhm. on était préservé. Et puis dès qu'on est sorti, on a chopé toutes les saletés, quoi. Et là, c'est un peu pareil pour les plantes. Elles se chopent tout un tas de merde. Alors c'est bien parce que si vous voulez des Dionnées, je sais pas, moi j'en ai acheté aussi des Dionnées rares. Bah voilà, c'est Ouais. pas cher. C'est vrai que c'est pas cher. C'est Mais moins ça cher, ouais. demande quand même vachement d'efforts pour les maintenir en vie. Et le prix, il y a toujours une raison pour un prix bas. De toute façon. Alors, il y a différents types de plantes. Par exemple, pour les pinguiculas, ça pose pas trop de problèmes. C'est les plantes à Ok. croissance quand même assez rapide. Et si vous prenez genre des Dionnées ou des Sarracénias, c'est pas la même chose.
Sarracenia en in vitro, honnêtement, ça vaut rien, quoi. Ça met 10 ans avant de pousser. Les trucs sont tout petits. Puis ça fait des espèces de grappes qu'il faut séparer. Des pentest, c'est la même Ça. chose, hein. En in Mm. vitro, ils voulaient vendre parfois à 5 euros le truc. Mais bon, pour les acclimater, bah, bravo, quoi. Vous faites l'expérience. Rory Dula, moi aussi, j'ai fait des SMIC, j'avais foutu à côté. Puis l'année dernière, il y a aussi un qui a miraculeusement poussé. Là, le truc Rory Dula, il a pris. Enfin, voilà, je l'ai laissé l'hiver et il a passé parfois à 2-3 degrés, pas de problème. Ah bah, les trucs que j'ai achetés chez Cdvit, là, le moindre écart, poum, ils ont ratatiné bah, pour des raisons différentes, mais j'en avais trois, les trois sont morts. Et mon truc auquel j'ai pas trop fait attention de Rory Dula, Ok. un semi poussé un peu à l'arrache, bah, il a tenu quoi. Voilà. Ok, Ouais. Arthur, un peu ta. Ouais, Ouais, moi, je pense vas-y. que l'in vitro, bon, déjà, c'est compliqué qu'un particulier puisse faire de l'in vitro. C'est vraiment un délire, quoi. Ça coûte la peau des fesses. Il faut C'est tout vrai à ce faire point-là, ouais. dans un milieu Ça, je m'en stérile. rends compte. C'est un peu le bordel, quoi. Faut quand même avoir la main. C'est un peu compliqué. Bon, ça se fait, hein, il y en a qui le font, hein, mais c'est bon, c'est Ok. faire tout soi-même, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant juste pour des plantes super rares ou super menacées, ou tu vois, je sais pas, les nouvelles espèces qu'on trouve, par exemple, pour éviter que les gens ils aillent les piller dans tous les sens dans les milieux naturels, et ben Ok. tu t'en fais 150 en in vitro que tu revends pas cher, tu pètes les prix du marché, et puis comme ça, les gens, ils ont pas envie d'aller chercher la plante dans la nature. Donc ce genre de truc-là, pour moi, c'est hyper intéressant. Après, enfin, ouais, c'est un délire quand même. Faut avoir le coup de main, quoi. Ouais, et puis pour les rares, je suis d'accord avec toi, pour les rares, genre les tubéreux, genre Squamosa par exemple, moi maintenant j'en ai pas 30 ou 40 Squamosa, mais je les ai vus comme ça chez Cdvit. Et l'acclimatation, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, maintenant j'en ai plein. Avant c'était une plante qui valait une fortune. Maintenant, on arrive à la toucher pour pas grand-chose. Parce qu'il y a plusieurs zozos qui ont dû faire comme moi et puis qu'on en a eu plein, quoi. C'est vrai que ça permet de faire vachement baisser les prix. Bah ouais, tu vois, les Nepenthes clippeata, les trucs comme ça, là, ils en font Oui. 250 d'un coup en in vitro, et puis comme ça, les 3-4 dernières Ouais. qui poussent dans la nature, eh ben, les gens vont pas forcément les piller, quoi. Bah après, voilà, ça a des désavantages et tout, hein, mais pour ce genre de situation, je pense que c'est assez intéressant quand même, quoi. Sur le chat, est-ce que Bah, vous achetez des franchement, plantes je suis d'accord in avec toi. vitro C'est ou... comment? Pardon. Vas-y, vas-y. Non, excuse-moi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'à un moment, c'est vraiment super pour des trucs un peu rares. Genre, moi, j'ai du Rosera Felix, par exemple, qui est un truc, ou Solaris. Voilà, c'est des trucs qu'on trouve très rarement. Et là, en Magnifica. in vitro, tu peux les toucher. Ouais, bah ouais, ouais, exactement. Exactement. Maintenant qu'ils vendent à pas cher, bon, ça te permet de faire la main, d'essayer. Après, encore une fois, c'est quand même du boulot parce qu'on peut vite les tuer, hein. Euh, Regia, par exemple, le Drosera Regia, moi j'en ai de l'in vitro. Ils sont vachement beaux, ça a fonctionné. Mais c'est aléatoire, donc c'est pas cher au départ, mais bon, ça demande vachement de soins et puis c'est quand même vachement aléatoire. Mhm. Puis honnêtement, ça n'a pas d'intérêt, pour les dionnées, c'est pas d'intérêt d'acheter des dionnées en in vitro, quoi. Ouais, des Vraiment, Sarracenia non plus, mais des trucs qui Ouais. mettent oh du non, temps à ouais, pousser, à se multiplier, bon, pourquoi pas, quoi. entièrement d'accord. Le problème aussi, c'est que ces plantes-là, en fait, elles sont un peu suralimentées. Si vous voyez les dionées issues d'in Mm. vitro, elles ont 4000 racines, elles ont un gros bulbe avec plein de petits bulbes rattachés autour, alors qu'en fait, une dionée, ça ne doit pas avoir autant de racines. Une dionée, Ouais. ça a 4-5 Ouais. racines maximum. Mhm. Et en fait, ça vous fait des trucs qui sont sujets aux maladies, moisissures principalement. L'année dernière, je suis allé à Carniflora, donc j'ai ramené pas mal de dionnées. La plupart ont résisté, mais certaines sont mortes subitement pendant l'hiver, sans aucune raison. Et enfin, la raison, c'est leur fragilité, hein, donc moisissure. En même temps, ça fait de la sélection, mais bon, c'est vrai que c'est quand même dommage d'acheter des plantes et puis de les voir soit stagner, soit crever. Bon, il y a longtemps, chez Araflora, j'avais pris Joe Smiley et puis d'autres trucs rares. Mm. Puis en fait,
En fait, ça n'a pas poussé. Alors, vous recevez des grosses plantes et elles réduisent rapidement. Et puis, si vous les perdez pas, vous êtes obligé d'essayer de les sauver en les mettant dans la sphène vivante, en y faisant super gaffe. Et puis, si vous avez de la chance, vous la gardez, quoi. Mais c'est pas tout le temps gagné, hein. Ouais, c'est ce que dit Ludovic. Une fois, il a acheté 10 Flora et qu'il a jamais recommencé, quoi. Donc, c'est sûr. J'ai jamais, moi, pris de trucs en in vitro, effectivement. Enfin, je crois pas, en tout cas. Pas que je Après, sache. franchement, quand on commence ou quand on n'a pas envie de trop se prendre la tête, le Ouais, mieux, c'est d'acheter chez un professionnel traditionnel qui fait des serres, genre, bah, soit les Dents de la Terre ou Joliot ou Cédric Carnivore, ou des gens comme ça. Bon, là, on est sûr que c'est des trucs qui vont quand même tenir un peu le choc, quoi. ouais. Ouais, seule exception, il y a une dizaine d'années, j'avais acheté chez Fly Trap Store, truc américain là, Hmm, des cultivars DCXL hein, qui n'étaient pas encore arrivés en France, Maroon Monster, et puis trois ou quatre autres. Donc, j'avais reçu une centaine de plantules dans leur géose, dans des tubes. Et puis avec mes connaissances de laborantin, ben, j'ai réussi ok. à les nettoyer, à les récupérer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, c'est extrêmement difficile. Donc, plutôt conseillé pour les personnes qui savent déjà manipuler des carnivores et qui savent reconnaître les signes avant-coureurs d'une Ouais, catastrophe, peut-être. ouais, Voilà, c'est pour ouais, des ouais. gens plutôt expérimentés, quoi. Arthur, je crois qu'il y a une question pour toi. Est-ce que c'est toi, Arthur Carny, de Plantes Carnivores? Tu as quel âge, Occitanie carnivore? Oui, oui, c'est moi, dans une ancienne vie, c'est moi. Non. Ouais, enfin, je crois que c'est ça qui parle. C'était un vieux forum de discussion que j'avais fait il y a super longtemps, quand c'était la mode de faire plein de forums de discussion différents. Et c'est Ça un rajeunit pas. forum que j'avais fait. Ouais. Ouais. Bon, voilà, tu as été démasqué. Je vous propose qu'on termine sur le... C'était quoi le dernier point? Les autres méthodes. C'est toi qui avais rajouté ça, je crois, Arthur. Est-ce que Ouais, tu nous fais un petit point ouais, bah alors, sur ce que tu c'est avais parce que, noté? en fait, je me disais qu'il y avait des trucs qui rentraient pas trop dans les cases qu'on avait mis. Typiquement, les Ouais. autres méthodes de multiplication, j'ai mis par exemple la division de touffes pour les Sarracenia, les Dionnées, les Elianthora, ce genre de trucs-là, donc où il faut Ok. casser le rhizome ou séparer les différentes plantes qui sont plus ou moins en fait indépendantes et tout pour en faire des plantes différentes. Ok. En fait, c'est la meilleure manière pour avoir des plantes adultes et en forme, quoi, pour ces genres-là. Ok. J'ai rajouté aussi les stolons avec les Hmm. Darlingtonia, certains Drosera aussi. Ils font des espèces de racines avec des nouvelles plantes comme ça qui poussent un peu plus loin. Et au bout de quelques temps, ces plantes-là, elles font leurs propres racines. C'est comme les stolons des fraisiers, quoi, si vous voulez. Comme les Et au bout d'un fraises, ouais, moment, ouais, c'est ça, ok. on peut couper et puis du coup avoir des plantes séparées. Donc ça, c'est aussi une super bonne méthode pour avoir des plantes adultes et en forme. En fait, toutes les méthodes un peu naturelles que les plantes font elles-mêmes, en fait, c'est les plus faciles pour avoir des plantes en forme et qui fonctionnent bien, quoi. Ok. J'ai mis aussi les bulbes pour les Drosera tubéreux qui font des petits bulbes en plus qu'on peut encore une fois séparer pour multiplier les plantes. J'avais mis les coupures sur le rhizome pour les Sarracenia. Bon, je suis moyen sûr que ça existe vraiment et que ça fonctionne vraiment, mais il paraît que oui. Donc Qu'est-ce que voilà. c'est que ça? Tu sais, quand tu as un vieux rhizome, par exemple, je sais pas, moi ça m'arrive souvent, j'ai des Sarracenia qui ont qu'un seul point de croissance et qui en fait le Mhm. rhizome il grandit, il grandit, il grandit, mais tu sais, il se Ouais. divise pas, par exemple. Et ben, il y a des gens qui Ouais. disent que si tu entailles un petit peu le vieux rhizome, en fait, tu vas avoir plein de nouvelles petites pousses comme ça qui sortent. Moi, je l'avais fait plusieurs fois, des fois ça a marché, des fois Ok. non. Du coup, je suis un Ouais. peu mitigé. Je connaissais pas ce truc-là. Ouais, bah, moi, ce que je fais en fait maintenant et qui marche vachement mieux, c'est que en fait, quand j'ai un grand rhizome comme ça, par exemple, je garde la fin avec la partie qui pousse, quoi, le point de croissance avec quelques racines, Ok. et la vieille partie, comme ça, si elle est encore vivante, hein, si elle est encore blanche dedans, je la coupe en deux ou trois petits morceaux, je les mets dans des pots séparés, et en fait, ça refait tout seul après plein de points de croissance comme ça. Donc, moi, Ok. maintenant, je fais plutôt comme ça, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est pour les Sarracenia.
J'avais mis le marcotage aussi pour les Nepenthes, il paraît que ça marche. Le marcotage, donc c'est quand par exemple on prend une tige de Nepenthes comme ça, et puis on va la Ouais. plaquer contre le sol, au contact de l'humidité, en fait, et ça va faire des petites racines qui vont pousser, et en fait après on pourra couper du coup. C'est un peu comme une manière de bouturer la plante, mais en fait en la laissant faire des racines avant de la couper, quoi. Donc ça, j'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche bien. Et il y a aussi le marcotage où tu vas attacher un peu de sphaigne autour d'une tige de Nepenthes pour la laisser faire elle-même en fait des racines avant d'aller la couper. Et ça, il paraît que ça marche bien. Marcotage aérien, je crois que ça s'appelle. Ouais, ouais, je crois que ça doit être ça. Et Ouais, ça voilà. marche sur beaucoup de points. Ça. Ouais, ça marche sur plein d'autres plantes, ouais, c'est clair. Mais pour les Nepenthes, moi, j'ai jamais essayé, quoi. Il paraît que ça fonctionne. Et puis en autre méthode, j'avais mis les propagules et les gemmes là, des Drosera et des Pinguicula, mais du coup, Ouais. on en a parlé tout à l'heure, quoi. Voilà. Mais en gros, pour moi, ça, ces méthodes-là, là, les divisions de touffes, les stolons, les bulbes, les machins comme ça, c'est souvent quand même la meilleure méthode pour pas mal d'espèces. Alors, pas pour les petites annuelles, les petites drosera, les trucs comme ça, mais pour les espèces un peu balèzes, c'est quand même souvent la meilleure méthode, quoi. Et sur les forums en ce moment, il y a quelques bulbes de Drosera, des tubéreux qui sont rares, en fait, qui sont en vente. Dans Zonaria, par exemple, j'ai réussi là, je viens juste d'acheter un bulbe de Zonaria, je suis hyper content. Voilà. Et de quelques autres, mais ils sont. C'est le moment. Tous les ans, c'est des moments différents, mais là, on en trouve en ce moment. Même certains pas très chers, hein. Ok. C'est bon à savoir. Il est beau, Zonaria. Hein. Bah ouais, c'est ça, moi, ça me faisait rêver, ces trucs, hein. Et pour en trouver, ça n'a pas été multiplié par in vitro. Pour en trouver, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est Je ne sais bien. pas où il est, le gars. Bon, Et je vous Des propose trucs un peu entre. qu'on. regarde juste le message de Occitanie Carnivore qui dit: J'ai encore un Sarracenia jute à type Soper que tu m'avais envoyé en 2009. Oh la vache. Ça, Ouais. ça te rajeunit pas, Ah ça, oui. hein. C'était quoi ton pseudo, Occitanie Carnivore? Ça se trouve, je vais m'en rappeler, hein. Mais je me rappelle, je faisais ça. Attendez, il n'y a plus le son. Attends, il n'y a plus le son. Il faut que je rajoute ça. Euh, Voilà, on vous entend, vous entendez plus en fait. J'avais pas mis l'audio. On n'entendait que moi. J'en profite pour refaire un petit coup de sondage, puisqu'on va pas tarder à y aller, il est quand même 22h50 les amis. Pour savoir de quelle plante on va parler à la fin du mois de juin. La table ronde du mois de juin aura lieu le... Ça fait le quoi ça 1, 2, 3, le 19 juin, quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Donc bah, si vous voulez que je parle de Drosera filiformis, vous tapez point d'exclamation vote espace A dans le chat. Darlington, il y a Othello, point d'exclamation vote espace B. Pingicula gigantea, point d'exclamation vote espace C. Cephalotus Eden Black, point d'exclamation vote espace D. Et Sarracenia dentadelle, point d'exclamation vote espace E. Ça va bien voter 8. On aura aussi l'occasion. Faut- Il y a du lobbying sur dentadelle. Faire des affiches et tout, de promotion. Votez Othello, votez Othello. Ah la vache, un peu de politique quand même. J'en ai. Ah, mais c'est trop mignon. On va faire un grand débat avec Vernon pour savoir Quelle plante, de quelle quelle plante plante on voter. parle. Exactement. Bon, écoutez, messieurs, je pense qu'on va pas tarder à arrêter si ça vous va. Je regarde s'il y avait quelques autres trucs. Alors, normalement, on devait avoir début juin. On doit avoir début juin, je vais plutôt dire comme ça. Le 5 juin, 2 conférences étaient prévues. Nalessia et je vais retrouver et Lucas. Lucas Schaff, ces 2 personnes qu'on a vues le 1er mai. Les 2 ne savent pas s'ils pourront être vraiment dispo pour la date début juin. Donc on va voir ce qu'on vous propose. On va voir si on met un backup ou pas. On est un petit peu sans filet, mais on va voir. Peut-être qu'Arthur sera chaud pour une conf, peut-être que moi aussi. Vernon peut-être. On va voir s'il y a des gens qui sont Ouais, on motivés. pourrait peut-être parler des Drosera du Queensland. On n'entend pas beaucoup parler de celle-là. Je sais pas si on C'est vrai. Ce serait si vous pourquoi avez pas déjà une... abordé le sujet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints aussi.
On va en discuter tous ensemble dans notre, euh, dans notre chat Messenger. Mais voilà, on essaie de vous faire un truc bien pour le début du mois de juin. Ça aura donc lieu le 5 juin pour les dernières conférences de l'année. Et on s'arrêtera donc en juillet-août comme l'année dernière. On n'aura pas du tout de live. Peut-être un chill con carne, on verra si on en cale pas un ou deux. Et puis je vous avais dit que on avait deux personnes qui nous avaient contactés pour le début de l'année prochaine, enfin début de l'année prochaine scolaire. Donc septembre-octobre, une personne qui est prof dans le secondaire de physique, si je dis pas de bêtises, et qui voulait nous parler de photosynthèse, un truc un petit peu poussé. Donc moi je suis bien motivé par ce sujet. Et une autre personne qui nous a contacté aussi il n'y a pas très longtemps, qui est chercheur au CNRS et qui a découvert une espèce d'éponge carnivore. Alors c'est pas un végétal, c'est un animal. Mais l'idée d'élargir un petit peu aux éponges carnivores nous intéresse bien, donc il va également certainement nous présenter sa découverte et les mettre en parallèle avec le monde que nous on connaît. Ça ressemble beaucoup à des Drosera de ce que j'ai vu en termes de vidéos. Donc on verra si ces personnes-là, ces Bon, personnes-là souhaitent intervenir, elles interviendront au début en septembre ou en octobre. On sait encore à caler évidemment, mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle que des gens qui sont pas du tout sur les groupes Facebook nous rejoignent juste en voyant le site, en voyant la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça qu'il faut nous soutenir en mettant des likes, en regardant nos vidéos, en parlant aussi de notre chaîne. Vous passez de temps en temps sur le net, vous mettez le lien vers notre chaîne YouTube de replay pour que les gens s'intéressent à ce sujet. Messieurs, je vais vous laisser le mot de la fin. Laurent, est-ce que tu veux terminer par quelque chose? Je laisserai aussi Arthur Non, c'est nous bon pour parler. moi. C'est bon, toi, t'as Salut. donné Arthur. ouais, Arthur, tout pareil, tout pareil. Bien content d'être de retour. Et voilà. avec J'espère plaisir. qu'on va pouvoir faire un chili con carne, un Vernon, de ces quatre. c'est du harcèlement. J'ai trop envie Pardon, je aussi. dis, mais qu'est-ce que c'est que Vernon, ça? Vernon, est-ce que tu Bah, veux un dernier mot avant qu'on se quitte? Bah, pour ceux qui ont suivi un petit peu le sujet Trianta occidentalis, Ouais, ça pousse fort en ce moment et comme je connais pas du tout le cycle de la plante, bah, j'espère avoir une fleur cette année, mais c'est pas sûr, hein. Mais ok, ça pousse vite en ce moment. C'est bien, impeccable. très bien. Et encore merci, hein. À suivre. À suivre. Merci beaucoup, le chat. Merci de nous suivre. Salut. Bonne soirée au début du mois de juin pour les conférences qui vont bien. Mesdames, messieurs, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye, Ciao, bonne nuit. Salut.